Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Les temps sont troubles à Poudlard. Pour rappel, on avait quitté nos héros au moment où un monsieur Croupton complètement fou faisait son apparition dans la forêt, et puis Victor Krum s'est fait agresser avant que le juge ne disparaisse. Bref, la troisième tâche n'a pas encore commencé, et pourtant, la tension est clairement montée d'un cran. Et ça risque de ne pas s'arranger parce que même si le chapitre s'appelle Le Rêve, c'est plutôt dans les cauchemars de Harry qu'on va plonger. Pour mener l'enquête avec nous, nous sommes accompagnés sur cet épisode d'une nouvelle invitée auditrice en la présence d'Eden. Salut Eden, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va bien et vous ? Bah oui, ça va. Ravi de te recevoir sur ce chapitre 29. On avait reçu Marianne du podcast au précédent épisode. C'était un épisode un peu spécial. On était ensemble autour d'une table et là, voilà, on ne quitte pas cette formule classique, habituelle de nos invités à distance. Et justement, comme à chaque fois qu'on a un invité auditeur ou auditrice, Eden, est-ce que tu peux te présenter brièvement aux auditeurs et auditrices, expliquer un petit peu qui tu es, quand est-ce que tu as découvert Harry Potter, tout ça, dis-nous tout, Eden. En tout cas, tout ce que tu veux bien nous dire, évidemment. Ah, ça va être long, vous avez 3 heures devant vous. Non, on va faire très simple. Donc moi, j'ai découvert d'abord par les livres. J'avais environ 7 ans quand j'ai commencé à les lire. Donc il y en avait déjà plusieurs qui étaient sortis puisque je suis née en 96. Donc il y en avait plusieurs qui étaient sortis. Puis en gros, entre 7 et 10 ans, j'ai lu les 5 premiers. Puis après, je pense que je les ai un peu suivis au fil des sorties. Puis après, j'ai vu au fur et à mesure les films. J'ai vu, je pense, à partir du 4 ou du 5 au cinéma, puisque j'étais un peu petite pour voir les tout premiers au cinéma. Voilà un petit peu déjà pour comment je suis rentrée dans Harry Potter. Puis après, le parcours classique, ça m'a un petit peu abandonnée quand je suis rentrée lycée, études supérieures. Du fait, moins le temps, etc. Et je suis replongée dedans en 2020, parce que je sais pas si vous avez connu ça ou si vous en rappelez, mais en 2020, lors du confinement, il y avait les acteurs qui lisaient chapitre par chapitre et du coup, ça m'a replongée là-dedans et c'est comme ça que je suis tombée sur vous, puisque ça m'a redonné envie de me replonger dans cet univers et j'ai cherché un podcast qui parlait d'Harry Potter. À la base, je recherchais un petit peu qui relisait chapitre par chapitre, puis en fait, je suis tombée sur vous et c'était tout aussi génial. Et depuis 4 ans, du coup, je vous quitte plus. Oui, ils avaient fait le tome 1, si je me souviens bien. Il y avait les acteurs s'alternaient. C'était assez chouette. Ouais. C'était les tout débuts de la fréquence, ça, je me souviens. On devait être au tome 1, nous aussi. C'est pas que la campagne, ça s'appelait pas Comment c'est Harry Potter ou quelque chose comme ça, non ? Je sais c'est plus. C'est encore autre chose ? Je sais plus. Non, je sais plus. Je me souviens qu'il y avait Evan Lynch. J'avais écouté Evan Lynch lire son chapitre. Ça, je m'en souviens. Puis il y avait eu plusieurs acteurs. Il y avait même eu J.K. Rowling, je crois, à cette époque-là, qui avait commencé, je crois. C'est pas elle qui lisait le premier chapitre, je crois. Non, je sais plus. Non, en fait, le premier chapitre, c'était Daniel Radcliffe qui l'avait lu. Ah oui, c'était Daniel Radcliffe, ouais. Et J.K. Rowling avait lu le tout dernier chapitre. Ah ok, voilà, moi j'avais confondu. mais ouais, ça je m'en souviens. Ok, donc effectivement, t'es un peu plus jeune que nous. Donc t'as découvert un peu plus en cours de route, néanmoins quand même, t'étais assez jeune. Et du coup, c'est quoi ? Est-ce que t'es plutôt porté livre ou est-ce que les films, c'est tout aussi important pour toi ? Comment tu te situes par rapport au canon d'Harry Potter ? Moi, je pense que je suis plus team film parce que je les ai beaucoup plus vus, notamment les 4 premiers, je pense que je les ai vus au moins 10 fois chacun. Les livres, je les adore, avec tout ce que ça apporte en plus, mais c'est vrai que j'ai moins tendance à vouloir aller les lire ou aller les chercher, sachant que j'ai en fait plus de 150 livres à lire, du coup je prends moins le temps de relire des livres que je connais déjà par cœur. Donc, c'est toujours le dilemme, voilà. Ça. Tu vois, finalement, j'ai 150 livres à lire dans une pile à lire. Moi, je suis très soft, j'en ai 3-4, c'est tout. Oui, encore, j'en ai rien que chez moi et chez ma maman qui en a aussi à moi que j'ai à lire, j'en ai une centaine. Waouh. Non, c'est vrai que c'est souvent un dilemme quand on aime la lecture. On a souvent une pile à lire, des livres dans lesquels on aimerait s'attaquer, mais quand on est fan d'une saga comme celle d'Harry Potter, il y a toujours cette tentation aussi de revenir dans ce cocon qu'on aime bien.
pense que c'est un équilibre à trouver. Moi, j'aime bien me plonger dans des livres que j'ai envie de découvrir parmi ma pile à lire, mais des fois, je fais souvent des relectures. C'est plus fort que moi, puis c'est aussi mon plaisir de lecture, en fait, de me replonger dans Harry Potter, au-delà du podcast, évidemment. Oui, après, c'est vrai que du coup, je me replonge un peu dedans parce que je les ai lus il y a 1 an peut-être, je les ai écoutés en version audio que j'avais jamais fait. Là, sur le Discord, on va faire la 4e saison au mois de septembre où en fait, on les relit. Chaque semaine, il y a un chapitre qui est lu par un membre de la fréquence. Donc, ça me permet aussi de me replonger dedans sans avoir forcément à les lire. Donc, c'est aussi, je les découvre d'une autre façon. Ouais, c'était une bonne initiative. Vous en êtes où là actuellement sur le Discord au niveau de la relecture? Du coup, saison 4, donc on va attaquer le tome 4 au mois de septembre. Incroyable. Vous allez nous rattraper, hein, c'est sûr. C'est sûr. Vous êtes bien partis en tout cas. Ouais, parce que oui, on ne l'a pas dit, mais tu es très active sur le serveur Discord, Eden. Merci pour ta participation. Voilà, tout ce que tu fais pour le Discord, c'est super chouette. On est super fiers. Merci à vous de l'avoir créé parce que ce Discord qui était censé rester qu'une soirée, on a fêté les 3 ans il y a quelques jours. Donc, c'est grâce déjà à vous qui avez pris l'initiative, grâce à Cédric qui a la architecturé de façon magnifique. Enfin, il y a tous les préfets qui essayent de rendre ça comme une safe place, à tous les gens qui participent pour que le serveur soit toujours aussi actif, qu'il y ait toujours de nouvelles choses. On a créé un club de lecture, on a un club de visionnage de films. Enfin, on essaye vraiment, tous les membres du serveur actifs essayent de continuer à le faire vivre, et c'est ça qui est très chouette aussi et qui donne envie de s'investir par moment. Des fois, on a toujours des moments un peu plus durs que d'autres, mais on essaye toujours de trouver la motivation pour faire les choses bien. De fou. En tout cas, vous faites du super taf. Il se passe toujours quelque chose. Et du coup, à côté d'Harry Potter, t'as une passion pour un autre élément de la pop culture également. Et oui, comme plusieurs membres. Et du coup, vous en avez fait un podcast également. Et oui, c'est qui aurait cru quand le Discord a été créé que quelques mois après, des membres qui ne s'étaient jamais vus quasiment, ne se connaissaient à peine, allaient choisir de créer un podcast. C'est ce qui s'est passé puisqu'avec différents membres du serveur, nous avons créé le podcast qui s'appelle Retardis Experience, où nous sommes 8 personnes qui débriefons de la série Doctor Who, donc une série anglaise. Et en fait, chaque épisode, on revient épisode par épisode sur la série qui a été rebootée en 2005. Et là, on vient de finir la 4e saison et c'est toujours un plaisir. On a fait une 50aine d'épisodes et ça fait 2 ans et demi que ça dure, et on revient en septembre pour une nouvelle saison. Donc, t'es une habituée du podcast, c'est bon, ça te fait pas peur les enregistrements? Je commence. C'est toujours un peu stressant, surtout que ça sort de mon cadre du coup. Donc même si je vous connais entre guillemets, puisque j'ai l'habitude de vous entendre depuis 4 ans, c'est toujours pas intimidant, mais on sort de sa zone de confort un peu quand même. Mais tu es une podcasteuse comme nous, c'est tout pareil. N'hésitez pas à aller checker Retardis Experience sur les plateformes de podcast si vous connaissez pas encore et que vous avez un intérêt pour la série Doctor Who, je pense que... Et en plus, je sais pas s'il y en a qu'un, mais il y a un acteur, du moins un acteur assez important dans Doctor Who qui est en commun avec Harry Potter, David Tennant. Le meilleur. Qui joue justement Croupton Junior. Ah, le meilleur Doctor Who, selon toi, Eden? Ceux qui écoutent Retardis Experience ou même qui sont sur le podcast savent que je vois un amour à David Tennant. Donc, ce sera toujours le meilleur. Et il y en a d'autres on en reparlera dans l'after show, mais il y en a d'autres d'acteurs communs avec Doctor Who? Ouais, je pense que comme c'est une série britannique, oui, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Alors, l'after show, je pense. Oui, il y en a. Alors, moi, de tête, je les ai pas encore tous vus, mais de tête, je sais qu'il y a l'acteur de Arthur Weasley, qu'il y a l'acteur de Rusar. Aussi, là, de tête, c'est les 2 qui me viennent. Après, je suppose qu'il y en a d'autres, oui. Carrément. En parlant des acteurs, d'ailleurs, comme à chaque fois, on va enregistrer un petit after show pour nos abonnés Patreon. Et on va parler justement des acteurs d'Harry Potter. On va plonger un petit peu la discussion là-dessus parce que Eden, t'as rencontré quelques acteurs et tout. Donc, tu te proposais de parler de ça. Nous, on aime bien les petits after shows qui sont liés directement à nos invités.
Nous, on n'a pas rencontré énormément d'acteurs. En plus, c'est pas quelque Moi, chose j'en ai rencontré qu'un, mais... Ouais, voilà. Donc, t'as beaucoup plus d'expérience à raconter que nous. Et donc, voilà, ça sera le petit thème de l'after show une fois que le chapitre sera terminé. Bah oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer une dizaine d'acteurs, dont Rupert Grint, donc avec plaisir. Sympa. Donc voilà, si vous aimez les rencontres avec les acteurs, les petites anecdotes et tout, restez avec nous sur Patreon pour l'after show. En attendant, venez rêver avec nous et rejoignez-nous dans l'univers à la fois inquiétant mais toujours réconfortant de Harry Potter. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 29. Le rêve. Nous retrouvons les 3 amis à l'aube, dans la volière, après avoir passé toute la nuit à parler de ce qui s'est passé avec Croupton. Harry s'est dépêché d'envoyer un mot à Sirius pour lui raconter les derniers événements. Pour Hermione, il y a 2 possibilités. Soit c'est Croupton qui a attaqué Krum, soit c'est quelqu'un d'autre qui les a attaqués tous les 2. Ron planche plutôt pour la théorie de l'attaque par Croupton, mais Harry rappelle que lorsqu'il l'a vu, il ne paraissait pas en état d'attaquer qui que ce soit. Hermione et Ron, qui essayent de comprendre la situation, demandent à Harry de leur rappeler les derniers mots de Croupton. Harry leur rappelle qu'il semblait avoir perdu l'esprit. Croupton semblait vouloir avertir Dumbledore de quelque chose. Il a parlé aussi de Bertha Jorkins qui est morte. De qui? Bertha Jorkins. Pourquoi tu dis comment? Bertha Jorkins. Oh. Et toi, Eden? On peut pas tester là, un niveau d'anglais beaucoup trop élevé pour nous. Moi, je sais même pas. Bertha, je sais même pas vraiment comment le dire. J'ai flex là, mais je sais pas. Donc Bertha Jorkins, elle est morte. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. On peut l'appeler la Berthe. Bertha, quoi. Mais quelque chose était de sa faute, de son fils. Mais ce n'était que des délires puisqu'il donnait des instructions à Percy et il s'adressait à sa femme et à son fils comme s'ils étaient encore vivants. Et puis il y a aussi le fait que, selon lui, Dumbledore devenait de plus en plus puissant. Voldemort. J'ai dit qui? Dumbledore. Non, c'est à chaque fois je me trompe. Et puis que Voldemort devenait de plus en plus puissant. Pour se rassurer, Ron se dit qu'en effet Croupton devait délirer, surtout si Harry leur dit qu'il semblait avoir perdu l'esprit. Mais au plus grand malheur de Ron, Harry lui dit que pourtant, il semblait lucide quand il parlait de Voldemort. Il y a un truc qui me plaît dans ce passage chez Ron, qui veut absolument que ça soit Krum le coupable. Et je pense que c'est surtout sa jalousie qui parle avec Hermione. Ah, mais tout. c'est sûr. C'est sûr, parce que il a eu ce retournement de situation à cause du bal aussi où Hermione a été avec Krum, parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu toute cette histoire avec Hermione. Vu comment il était fan de Krum au tout début du livre, il aurait jamais réagi comme ça. Donc, ouais, il développe toute une théorie un peu fumeuse pour accuser Krum, mais on sait très bien. Mais c'est si drôle. Ouais. Harry pensait que si seulement Rogue ne l'avait pas retenu de voir Dumbledore, peut-être que Croupton serait encore vivant. Et là, j'ai pas effacé parce que je vais tout vous dire, on va pas couper au montage. J'ai cru que Croupton était mort à ce moment-là. Alors, ouais, non, c'est à cause du film. C'est à cause du film, ouais. Je viens de le réaliser. Ouais. Parce que là, je me dis, mais pourquoi dans mon esprit... Enfin, si, il est mort, mais... Et du coup, j'ai bugué parce que j'ai dit, mais attends, en fait, il parle pas de son corps, il pense de... Enfin bref. Du coup, c'est bien. Coupe pas parce que du coup, les gens vont voir mon bug. Non, mais en fait, dans le livre, peut-être pour clarifier aux auditeurs qui ont plus le film que le livre en tête, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je pense. Dans le film, effectivement, en fait, Harry tombe sur le corps de Croupton directement, de Monsieur Croupton. J'ai cette image en tête. Et du coup, c'est ça qui crée la panique, Dumbledore, le Fudge et compagnie. Ici, dans le livre, Croupton est bel et bien mort, mais on ne le sait pas et on ne le saura qu'à la toute fin, quand Barty Junior prendra le Veritaserum et qui fera toutes les révélations. C'est là qu'on va apprendre effectivement qu'il a tué son père. Dans le film, on le sait direct. Le truc bizarre, c'est que j'ai peut-être vu 3 fois La Coupe de Feu, et les livres, je les ai lus peut-être 8-10 fois. Et pourtant, c'est le film qui me vient en tête dans ces passages-là. Ouais. Pourquoi ? Mais le film a vachement simplifié l'histoire, simplifié même un peu au forceps, parce que comme on l'a dit, toute la backstory de Barty Junior est inconnue des spectateurs de cinéma. Le fait que c'est sa mère qui a pris sa place à la prison, qui est morte à sa place, machin. Tout ça, c'est pas du tout détaillé dans le film. C'est bien que le film donne l'impression que Barty Junior s'est juste évadé d'Azkaban, ce qui fait pas de sens. Je le rappelle parce que au précédent épisode,
il y a eu un évadé d'Azkaban et toute la communauté magique a été au courant, ça a été tout le truc de l'année dernière. Là, bon, Barty Junior, apparemment, il s'est échappé. Les gens mettent 1 an à s'en rendre compte. Bon, ça n'a pas de sens, mais au moins... Mais ils ne savent pas qu'il s'est échappé. Bah, en fait, il est mort, mais officiellement. Dans le livre, oui, il est mort. C'est sa mère qui le remplace, elle est décédée. Pour moi, il a été enterré. C'est pas ce que Sirius pas dans le film. Mais pas dans le film. Bah si. Bah non, parce que dans le film, dans le film, c'est pas explicité. En fait, dans le film, il y a aucun contexte. C'est juste que du coup, à la fin, quand Harry revient du cimetière et compagnie, Dumbledore, McGonagall, Rogue et tout ça, ils arrivent à temps avant que Croupton Junior, sous la forme de Maugrey Foleuil, attaque Harry. Et c'est à ce moment-là que, du coup, Croupton Junior fait toutes ses révélations sur le Veritaserum et dans le film. Hein. Et il explique aussi, je sais pas s'il dit que je me suis échappé d'Azkaban, mais j'ai cette réplique de Dumbledore, ça se termine en mode il faudra informer Fudge, il leur manque un prisonnier à Azkaban, tu vois. Et ça sous-entend qu'il s'est évadé, tu vois, genre parce qu'il leur manquerait Barty Junior. Bah, bien sûr qu'il s'est évadé puisqu'il est là devant eux. Mais il y a pas cette histoire de la mère. Oui, il précise pas, mais de toute façon, oui, mais ce que tu dis, c'est que c'est bizarre, ils en ont fait tout un truc pour Sirius, ils font pas tout un sketch pour Barty Croupton, mais c'est normal puisqu'ils sont pas au courant. Puisque pour les autorités, il est 6 pieds sous terre. Donc c'est normal qu'ils mettent pas d'avis de recherche. Ça, c'est notre canon de lecteur de livres. Parce que pour le spectateur de cinéma... oui, je vois ce que... Ouais. En fait, on pourrait se dire, ce qui s'est passé dans le livre avec la mère qui l'a remplacé, le fait qu'il a été enterré à Azkaban, ça se trouve, dans le film, ça a eu lieu, même si on n'en fait jamais mention, c'est ça que tu dis. Ouais, mais bon, pour le spectateur de cinéma, c'est juste un évadé d'Azkaban, quoi. Je crois que tu parlais d'une manière générale. Mais je comprends la confusion, mais je pense que t'es pas du tout la seule. Bah non, parce que même après, en le lisant, dans ma tête, je voyais Croupton mort dans la forêt. Ouais. Alors que c'était pas marqué dans le livre, c'est trop bizarre. Mais pour le coup, dans le film, j'aime pas qu'on ait évacué le passé de Barty Junior. Par contre, je trouve pas ça déconnant qu'ils aient simplifié le truc en mode... parce que souvenez-vous, il y a une scène qui n'est pas du tout dans le livre pour le coup, juste après la seconde tâche où il y a Maugrey Foleuil qui a son tic avec la langue parce qu'il doit prendre du polynectar. Et c'est là où Monsieur Croupton, en fait, on le sait pas, mais il reconnaît le tic de son fils et là... Il a une révélation, mon fils, en fait, c'est Maugrey Foleuil, il est sous polynectar et tout. Et c'est pour ça que, du coup, Barty Junior décide de tuer son père à ce moment-là et Harry tombe directement sur son cadavre dans la forêt. Bon, pour le coup, ça, c'est une simplification, mais qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Je pense que ça aurait été hyper compliqué à mettre aussi en place toute l'histoire de Barty Croupton dans le film, parce qu'il est déjà assez long, je crois. C'est pas le plus long, ou je me trompe peut-être. De film ? Oui. Je crois pas que ça soit le film le plus long, mais en tout cas, ça a été un défi forcément d'adapter la coupe de feu. Moi, je regrette juste qu'il dans les révélations de Barty Junior, ça aurait été bien pour les lecteurs des livres de lui rajouter 1 ou 2 lignes de dialogue en mode pour expliquer qu'il est censé être mort et que c'est sa mère qui a pris sa place et tout. Ça aurait pu être une réplique comme ça, juste pour donner un peu plus du contexte. Alors que là, le spectateur de cinéma, il a juste aucune idée de ce qui s'est passé en vrai. Ouais, donc du coup, Croupton, il est bien là encore. Enfin, officiellement, il est vivant. En tout cas, il est porté disparu. Ouais, c'est ça. Il est porté disparu. Et Harry, on veut à Rogue parce qu'en fait, il pense que Croupton serait toujours là si Rogue ne lui avait pas barré le passage pour aller voir Dumbledore. Et Ron, lui, il se demande si c'est possible que Rogue ait pu atteindre la forêt interdite avant eux. Qui soupçonne Rogue aussi. Mais Harry lui dit que c'est impossible, à moins que ce dernier se soit transformé en chauve-souris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça assez marrant, cette mention de Rogue et de chauve-souris, parce que J.K. Rowling, plusieurs fois, elle a dû démentir que Rogue n'était pas un vampire. Oui. Parce que elle a publié son croquis originel de Rogue, et c'est vrai qu'avec une cape, c'est très anguleux, très pâle, il ressemble à un vampire. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, mais je trouve ça marrant que il y a la rumeur comme quoi à la base ça serait un vampire et qu'elle fait la mention de chauve-souris. C'est impossible avant de se transformer en chauve-souris. C'est bizarre quand même. C'est à moins dans le monde des sorciers, ça serait plutôt en chouette, tu vois, ou je sais pas ce que vous en pensez, si que j'extrapole ou pas. Après, je sais pas, moi j'ai un souvenir, mais c'est peut-être erroné. Je sais plus si c'est dans le livre ou dans le film. Qu'à un moment donné, il se transforme
Ou alors il croit qu'il se transforme en chauve-souris. Je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le dernier. Mais je sais pas. Non, il se transforme jamais, ça c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai un souvenir comme ça. Après, c'est peut-être mon imagination du coup. Je vois. C'est quand, à un moment, il s'échappe, il se bat avec McGonagall. Oui, et il s'échappe en disparaissant dans une sorte de volute de fumée noire. Ouais. Peut-être que tu penses à ça. Ouais. C'est peut-être ça, oui. C'est lors de la bataille de Poudlard. En fait, on l'imagine bien avec sa cape et tout, s'envoler comme une chauve-souris. En fait, ça marche bien. Ça se pourrait en vrai, même que ça soit son animagus, par exemple. Et c'est marrant, tu sais, qu'elle fasse mention de ça et qu'il devienne comme quoi, à la base, c'était un vampire. Il a des traits, ouais. Et même dans une interview, à chaque fois, j'ai pas trouvé la source, mais genre, il y a le Télégraphe qui en parlait et The New Yorker qui cite J.K. Rowling en disant, en effet, il a les traits anguleux, il est très pâle, mais il ne s'est jamais transformé en chauve-souris. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Mais le film, t'as raison, le film, ils ont un peu joué là-dessus parce que t'as l'impression qu'il s'envole comme une chauve-souris aussi. Mais c'est peut-être ça, elle faisait mention de ça, peut-être. Mais à notre connaissance, ce n'est pas un animagus. Et c'est pas un vampire. On sait pas. Ouais, on sait pas, mais c'est pas un vampire, non. Puis il y avait beaucoup de lecteurs qui avaient aussi soupçonné Drago d'être un vampire pendant Le Prince de Sang Mêlé parce qu'il est très pâle, très machin. Donc et puis, c'est juste qu'il est mort de peur. Ouais, puis j'avais plus sur Drago la théorie du loup-garou. Ah oui, il y avait loup-garou aussi. Loup-garou, ouais, tout à fait. Oui, je me demande si c'était pas plus loup-garou d'ailleurs sur Drago, même si je pense certains l'ont imaginé en vampire aussi. Oh, de toute façon, je pense que tous les personnages sont passés soit vampire, soit loup-garou, soit on ne sait pas quel. Ouais, puis c'était là Twilight aussi. Twilight a aussi inspiré pas mal de lecteurs et de lectrices. Twilight, True Blood pour plus. Ouais, True Blood aussi. Et adulte, gore, etc. Ouais. Juste pour revenir à la scène dans Les Reliques de la Mort, partie 2, quand Rogue s'envole, alors ça se passe pas comme ça dans le livre des Reliques de la Mort, mais dans Les Reliques de la Mort, Rogue s'envole aussi. Enfin, il saute par la fenêtre. Et justement, alors je sais plus quel personnage, je me demande si c'est pas McGonagall, qui fait allusion au fait que Voldemort lui a appris quelques sortilèges de magie noire. Et qu'en gros, s'il s'est volé, c'est que Voldemort lui a appris comment faire. Mais a priori, il s'envole juste comme ça dans les airs, sans devenir une cheveux. Mais ça m'a fait tiquer cette petite mention. Par contre, le truc, et on l'avait mentionné au précédent chapitre, moi, j'aime pas trop la scène où Rogue bloque Harry, parce que là, on y fait référence. Ça n'a aucun sens, en vrai. Et du coup, non, mais je pensais que t'allais dire autre chose. Mais justement, en fait, j'ai compris en lisant ce chapitre et ce passage où du coup ils en viennent à suspecter Rogue parce qu'il a bloqué Harry. Est-ce que ce serait pas lui qui aurait attaqué Krum, qui, je sais pas, qui aurait fait évader Croupton d'une façon ou d'une autre? En fait, la scène entre Harry et Rogue, avec Harry qui a envie de voir Dumbledore et Rogue qui lui empêche, en fait, j'ai l'impression que c'est juste là pour qu'on soupçonne à nouveau Rogue de quelque chose. Mais c'est un peu trop répétitif. Mais pour moi, ça marche pas ici. Pour moi, c'est un peu le truc de trop, tu vois. Non, ça marche pas parce qu'on en a parlé, je crois, au dernier épisode. Ça n'a aucun sens. Ouais. Parce que pourquoi il bloquerait Harry d'un éventuel... Enfin, il est censé protéger Harry. Sauf si c'est lui qui a mis son nom dans la coupe, qui veut que Harry meure. Oui, mais tu en vois, vrai, elle veut nous faire croire ça. Oui, mais quand on sait la vérité, ça n'a pas de sens. Le truc, c'est que je pense que comme c'est un livre à enquête, il y a un coupable, mais on ne sait pas qui c'est. C'est un whodunit, hein. Harry Potter et la coupe de feu, mais comme à peu près tous les romans d'Harry Potter. Oui. Et elle veut faire rentrer Rogue dans l'équation, tu vois, comme à chaque fois. Et sauf que là, je trouve ça pas bien amené, perso. Non, c'est trop bizarre. Ouais. Oui, mais si on soupçonne pas Rogue, on va soupçonner qui après? Justement, on soupçonne à chaque fois Rogue. Là, il y a des nouveaux personnages. On peut se concentrer sur les nouveaux personnages. Genre Verpé, c'est trop bien de suspecter Verpé. Et puis même, pourquoi on soupçonne pas Maugret? Il est trop bizarre en vrai. Ah, ça, on est perverti peut-être parce qu'on sait. Ça peut... Enfin, je sais pas, on peut se dire il a craqué, il a vu trop de choses, il est devenu fou. Enfin, il y a des tas de raisons pour que Maugret vrille, en vrai, le vrai Maugret. Ah ouais, mais c'est toujours plus facile quand on sait. Oui. Et puis ils ont déjà tellement une haine, entre guillemets, envers Rogue que c'est trop... Ça les arrange bien qu'il soit coupable, en fait. Au bout d'un moment, il sera bien coupable. On va y arriver. Bah oui, à un moment donné. Hermione propose d'aller voir Maugret afin de savoir s'il a retrouvé Croupton.
Pour Harry, ça ne semble pas compliqué puisqu'il est en possession de la carte du maraudeur. Alors que Ron commence à répondre que Croupton n'est peut-être plus dans l'enceinte de Poudlard, étant donné que la carte du maraudeur ne va pas plus loin que Hermione le fait taire. Des voix s'élèvent des marches de la volière. C'est une dispute apparemment à propos d'un chantage potentiel du ministre de la magie. La porte de la volière s'ouvre alors sur Fred et George qui semblent suspicieux de la présence des 3 amis dans la volière, si tôt le matin. Mais leur présence aussi aux jumeaux est suspicieuse. Et là, ça me fait penser un peu au même que l'on voit partout avec les Spider-Man, les 3 Spider-Man. Là, ils se posent les mêmes questions, ils se disent les mêmes réponses, ils s'accusent les uns les autres en même temps. Ça me fait penser un peu à ce même où les Spider-Man se montrent entre tous. Je sais pas si vous voyez un peu le même. Oui, tout à fait. Ça me fait penser à ça. La scène est marrante, parce que personne veut dire pourquoi ils sont là. Et ils s'en rendent vite compte. Oui, donc du coup, d'un commun accord, ils s'accordent à ne pas demander à ce que les uns et les autres font dans la volière si tôt le matin pour envoyer une lettre. Mais on connaît bien Harry, il est super curieux et il essaye de voir l'adresse écrite sur la lettre de Fred et George. Et Ron aussi veut savoir à qui ses frères veulent faire du chantage. George attache la fameuse lettre à la patte d'une chouette et la lance afin qu'elle s'envole. Comme ça, finito. Avant de partir, Fred lui dit que si Ron ne veut pas ressembler à Percy, il doit arrêter de se mêler des affaires des autres. Et sur ce, les jumeaux quittent la volière. Il y a un petit truc marrant ici, c'est que je crois que c'est Fred ou George, je sais plus, l'un des jumeaux qui dit si tu continues, tu finiras par devenir préfet comme Percy. Et petit fun fact, il va devenir préfet. Mais l'année d'après, en plus. Ouais. Ron reste mal à l'aise après cette scène. Il a peur que ses frères se soient embourbés dans des trucs pas très nets. Parce que depuis qu'ils ont leur projet de boutique de farce et attrape, ils semblent obsédés par l'argent. Hermione se demande alors s'ils sont capables de faire quelque chose d'illégal pour obtenir cet argent. Bon, entre ne pas respecter le règlement de l'école et enfreindre la loi, il y a quand même une grande différence. Malgré tout, Hermione lui suggère d'en parler à Percy. Mais Ron pense que c'est une très mauvaise idée, puisque ce dernier va s'empresser de les dénoncer. Pas faux. Ouais, c'est même sûr. Je peux juste dire un truc, là. Ouais. Ça m'a intéressé, ce passage, et ça m'en a évoqué un autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que Ron, il a une mauvaise image de ses frères et sœurs, parfois. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il se demandait précédemment si Percy pourrait envoyer sa famille à Azkaban comme l'a fait Monsieur Croupton. Il était là en mode, ouais, mais Percy, avec son obsession, ça se trouve, il serait capable de faire la même chose. Et là, là, il écarte pas l'hypothèse non plus que Fred et George ils puissent faire du chantage pour financer leur boutique. Donc, du coup, j'en viens à me dire, mais Ron, alors je pense qu'il se trompe sur les 2 plans. Je pense pas que Percy soit au niveau de Monsieur Croupton, et encore moins que Fred et George obtiennent de l'argent illégalement en faisant du chantage. C'est inimaginable. Et pourtant, Ron, lui, il se dit ça pourrait être possible. Ça montre quand même qu'il a pas une super image de ses frères. Je sais pas, je pense plutôt qu'il a pas de filtre avec Harry et Hermione et il s'interroge sans filtre. Je sais pas, j'ai l'impression. Ouais. Mais tu vois, il pourrait avoir aussi cette réaction un peu de défense en tant que frère en disant tu vois, généralement ça serait un peu dans l'autre sens, en mode tu vois, moi je suis Harry, Percy, ton frère, tu penses qu'il pourrait parce que moi je me demande s'il pourrait pas faire la même chose que M. Croupton. Et toi en tant que frère tu vas dire non mais ça va, il est pas non plus que... Cette saison je suis pas hyper fan de Ron, donc je vais pas le défendre. Et puis quand tu vois comment il traite sa petite sœur parce qu'elle sort avec des garçons, ouais, ça c'est un autre sujet. Bah non, c'est le même sujet en fait. Oui, c'est l'image qu'il a de ses frères et sœurs. Ouais, il juge. En fait, il juge durement en fait. Non, et puis je pense que déjà il est jeune aussi dans la coupe de feu. Ils ont 14 ans. Et puis ça fait des années qu'il voit Percy faire respecter à la lettre, toujours être il faut faire ci, il faut faire ça. Fred et George faire l'opposé, c'est-à-dire faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, ne pas respecter le règlement, etc. Donc je pense que ça vient aussi un peu de ça, cette image et ces questionnements qu'il a de ses frères, parce que je pense que après il en parle moins, donc on a moins son opinion, mais Bill et Charlie par exemple, est-ce qu'il va les juger aussi durement que Percy et Fred et George? Ouais. Non mais t'as raison de mettre Ginny en perspective.
C'est vrai que Ron, c'est pas forcément sa meilleure année. On a reçu un message récemment qui prenait la défense de Ron. Si vous trouvez qu'on tape un peu trop sur Ron, dites-le nous, ça pourrait apporter un autre point de vue, mais c'est vrai que c'est un peu festival dans la Coupe de Feu. Bah ouais, en même temps, il tend un peu le bâton pour se faire battre. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Un peu compliqué. Harry propose à Ron et Hermione d'attendre la récréation pour aller voir Maugrey, parce que s'ils ont le malheur de le réveiller, Harry a peur qu'il est capable de leur lancer un sort à travers la porte. Pas faux. Mais avant ça, il faut subir le cours d'histoire de la magie. D'habitude, le cours paraît long, mais avec la fatigue, c'est pire. Même Hermione a l'œil vitreux. On connaît tous cette sensation de fatigue pesante sur les paupières lors d'un cours au travail. C'est terrible. Le temps s'allonge. C'est dit quand même qu'elle, même Hermione, elle prend plus de notes pendant le cours d'histoire de la magie. Ça en dit long quand même. Enfin, la cloche sonne et les 3 amis se précipitent vers la classe de défense contre les forces du mal. Maugrey, lui aussi, paraît fatigué et les invite à entrer dans la classe. Tout de suite, Harry lui demande s'il a retrouvé Croupton sans avoir besoin de prononcer son nom. Mais non, il ne l'a pas retrouvé, même avec l'aide de la carte du maraudeur. Ah, je reviens sur un truc, j'ai oublié d'en parler. Pour la carte du maraudeur, Hermione a coupé Ron au moment où il disait que la carte va jusqu'à... Mais on sait jusqu'où elle va, la carte ? Ouais, je Aux pense. enceintes de Poudlard ? Ouais, tout simplement. Oui, pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, c'est que le parc... Peut-être pas la maison... Oui, la maison... Pas la maison hantée, mais... la cabane là où... hurlante. la cabane hurlante, merci. Mais je suis même pas sûre. Ah ben là, c'est après Poudlard, ça va peut-être trop loin. Ouais, c'est peut-être un peu trop loin, la cabane hurlante. Faudrait regarder dans ce que Mina Lima a fait, avec la carte qu'on connaît. Mais je crois pas qu'il y ait la cabane hurlante. Je sais pas si c'est précisé dans la description du livre, mais moi j'imagine un peu l'enceinte de Poudlard. Alors le château évidemment, et puis la cabane de Hagrid, la lisière de la forêt interdite, le lac, et voilà. Donc effectivement, si Monsieur Croupton était sorti ou s'était enfoui dans la forêt interdite, je pense que la carte du maraudeur n'était pas utile pour ça. Au grand malheur d'Hermione, Ron remet la théorie du transplanage qu'il avait. J'en ai pas parlé, mais précédemment, il a parlé aussi de la théorie du transplanage de Monsieur Croupton. Et Hermione lui répète à nouveau qu'on ne peut pas transplaner dans l'enceinte de Poudlard. Personne n'a lu l'histoire de Poudlard ? Est-ce que je suis la seule ? C'est scandaleux. Selon Maugrey, Hermione semble avoir des capacités de devenir Aurore parce qu'elle sait très bien faire fonctionner ses méninges. Cette dernière rougit de plaisir. Eh non, elle va devenir ministre, gars. Eh ouais. Encore attention. Plus. Bon, Harry se dit que Croupton n'a pas pu se rendre invisible puisque la carte montre également les gens invisibles. Il a dû sortir par le parc. Hermione rebondit alors en disant que la question est de savoir s'il est sorti seul du parc ou si quelqu'un l'a fait sortir. La théorie de l'enlèvement semble alors plausible à tous. Apparemment, Dumbledore a dit à Maugrey qu'Harry, Ron et Hermione aiment jouer aux petits détectives, mais l'ancienne Aurore leur rappelle que c'est aux gens du ministère de rechercher Croupton, et qu'Harry, lui, il ferait mieux de se concentrer sur la 3e tâche. Mais bon, ça devrait aller étant donné qu'il a réussi à franchir tous les obstacles menant à la pierre philosophale en première année. Et là, Ron, notre ami, s'empresse de préciser qu'Hermione et lui l'ont bien aidé. Il est agaçant aussi dans ce passage, Ron. Tu sais, comme Maugrey a félicité Hermione, il est là. Moi aussi, je veux mes félicitations. Mais pas de chance. Maugrey lui dit simplement, continue, en fait. D'ailleurs, on s'était arrêté avant sur Maugrey qui conseille à Harry d'envisager une carrière d'Aurore. J'avais oublié qu'il fait le même conseil à Hermione. Donc, c'est un mange-mort qui conseille à 2 élèves de Poudlard de devenir des Aurores. C'est assez intriguant. Tout est normal. C'est normal. Mais par contre, c'est vrai que Hermione, je la vois quand même... Alors, est-ce que c'est parce que je suis biaisée par le fait que je connaisse la fin, mais je la vois mieux en ministre qu'en Aurore quand même. Je la vois pas trop sur le terrain, se combattre et tout. Sans doute que la politique lui convient mieux parce qu'elle a des combats idéologiques à mener, Hermione. Pas seulement combattre les forces du mal, ouais. Enfin, ça va avec son envie d'étudier, d'apprendre, de théoriser, etc. Ouais. Et un autre truc que je trouve ça fou dans ce petit passage avec Maugrey, c'est que
Dumbledore a tout raconté à Maugré, littéralement. Genre, il a les épreuves de la pierre philosophale, que c'est des détectives. Ça m'a... J'étais là, d'accord. Mais ouais, je me suis demandé à ce moment-là, ça veut dire que parfois, est-ce qu'ils se prennent un apéro tous les deux et Dumbledore parle un peu trop? Qu'est-ce qu'il peut raconter à Maugré? On ne sait pas. C'est un vieil ami, alors du coup, ça se trouve, il lui a confié des choses qu'il n'aurait jamais dû confier à quelqu'un. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de Dumbledore et comment il se fait manipuler par un mange-mort pendant toute l'année. Parce que Dumbledore a embauché Maugrey Folleuil en tant que professeur de défense contre les forces du mal parce qu'il voulait un ex-aurore puissant pour aussi défendre éventuellement Harry face à la montée de Voldemort qui s'est de plus en plus proche. Sauf que c'est un mange-mort et qu'il va jamais s'en rendre compte. Et pour autant, Dumbledore, on le sait, est très proche de Maugrey Folleuil. Là, un peu plus tard dans le chapitre, on va surprendre une discussion dans le bureau de Dumbledore. Il y a le ministre de la magie et qui d'autre? Maugrey Folleuil. Et donc, vraiment, Dumbledore se fait avoir... on n'en parle pas assez de ça, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il n'a pas eu un peu... est-ce qu'il a été vexé, Dumbledore, de s'être fait avoir de cette manière? Parce que c'est qu'il est quand même présenté comme un des plus grands sorciers de son époque. Et pourtant... il se fait jouer par du polynectar. Ouais, exactement, pendant 1 an, sous son toit. Et pas par n'importe qui, par l'ex-Aurore en qui il a entièrement confiance. Ouais, il devait se dire que ça ne pouvait pas arriver à Maugrey Folleuil vu comment il était, en vigilance constante. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et justement, c'est ce que Maugrey recommande à Harry. La vigilance constante. Vigilance constante. Après avoir bu une longue gorgée dans sa flasque, il demande à Ron et à Hermione de rester auprès d'Harry. Après tout, ils ne seront jamais de trop pour le surveiller. La réponse tant attendue de Sirius arrive le lendemain en même temps que la Gazette du sorcier du jour. Après avoir vérifié que Rita Skeeter ne fait pas mention de Groupton, Hermione se joint à Ron et à Harry pour lire la réponse de Sirius suite au mystérieux événement de la veille. T'es sérieux, Harry? Qu'est-ce que tu fichais avec Crum la nuit dernière? C'est un peu le résumé de la lettre de Sirius. Non, en tout cas, la lettre de Sirius commence un peu comme ça. Crum, il a rien demandé et à chaque fois, il en prend pour son grade. Et c'est intéressant comment il y a beaucoup de personnages qui ont ce discours assez dur avec les délégations étrangères, quoi. C'est-à-dire que on l'a vu avec Hagrid au chapitre précédent, qui dit tu dois pas traîner avec Victor Krum. Bon, Ron, il a ce discours-là, mais on est plus sur de la jalousie vis-à-vis d'Hermione. Et là, Sirius a le même type de discours en mode on sait qu'il y a un ennemi autour de toi, évite les étrangers, quoi. En gros, c'est un petit peu bizarre, mais il faut le noter. Après, est-ce que, alors, du coup, Ron mis à part, mais est-ce qu'ils disent pas ça aussi par rapport à la réputation qu'a Durmstrang, par rapport à la magie noire, du fait que Karkaroff soit un ancien mange-mort et tout ça, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de fais attention par rapport à la délégation de Beauxbatons. Oui, c'est vrai. Peut-être que Krum part avec un handicap parce qu'il fait partie de Durmstrang et donc il fait partie de la délégation de Karkaroff, qui était un ancien mange-mort. Après, on va le voir un petit peu plus tard, mais bon, ça sera dans la bouche du ministre de la Magie, Fudge, où lui, il va quand même suspecter Madame Maxime juste parce que c'est une demi-géante. Donc il y a aussi ce type de racisme, quoi, qui opère, mais bon, c'est pas dans la bouche de Sirius, ça sera avec le ministre. Sirius, dans sa lettre, est inquiet parce que quelqu'un cherche à faire du mal à Harry, comme on l'a dit, hein, depuis que son nom a été déposé dans la coupe. Et a priori, le soir de l'attaque, cette même personne devait être proche. Son parrain lui demande de rester dans la tour de Gryffondor auprès de Ron et d'Hermione et de se préparer sérieusement à la 3e tâche, en lui réclamant même une promesse écrite par retour de hibou. Alors cette réponse énerve quelque peu Harry parce que Sirius est loin d'avoir été un élève modèle à son époque, donc il a bon dos de lui donner ce type de conseil. Hermione rappelle à Harry qu'il il s'inquiète simplement pour lui, Sirius, comme Hagrid ou comme Maugrey d'ailleurs. Mais pour Harry, il y a un truc qui cloche. Si vraiment quelqu'un était caché dans les arbres, pourquoi avoir attaqué Krum une fois que lui était parti, si c'était vraiment lui, Harry, la cible? Hermione n'a pas de réponse à cette question, même à ce mystère, mais elle tient à ce que Harry promette malgré tout à Sniffle de faire ce qu'il lui a demandé. Dans les jours qui suivent, Harry utilise son temps libre pour s'entraîner à divers sortilèges dans des classes vides. Il suit les conseils de Sirius et de Maugrey Folleuil.
Il est accompagné d'Hermione et de Ron qui lui servent souvent de cobayes, malheureusement pour eux. Juste pour Ron, quand même. Ouais, parce que Ron, justement, il en a marre d'être stupéfixé et il propose d'utiliser Mystaigne ou Dobby à sa place. Non, on n'a dit pas les chats. C'est pas Dobby, il est trop mignon, Dobby. Pas les animaux. Non. Ouais, mais Mystaigne. Non. Non, on n'a dit pas les chats. Ça là. Non. Pas les animaux. Pas touche. Par contre, Dobby, il n'y a pas de problème. Bah non, pas Dobby non plus. Non, Dobby, on a dit qu'il était trop mignon. Donc les humains, oui, mais pas les gars. Après, moi, je me suis dit, vous n'allez pas être d'accord, après, apparemment, mais j'avoue que Dobby, il aurait pu s'y coller quand même. Parce que, vu tout ce qu'il a fait subir à Harry en 2e année, c'est pas grand-chose d'être le cobaye de Harry pour s'entraîner au stupéfixe, tu vois. Il lui a quand même envoyé un cognard pour le tuer, mais tu il a vois. rien demandé. Ouais, et ben, il a rien demandé. Pour le tuer, il a pas envoyé un cognard pour le tuer. C'est un peu le gag, c'est que Dobby, il veut que Harry parte de Poudlard, mais du coup, les moyens qu'il met en œuvre sont un peu... Mais ça partait d'une bonne intention. Oui, voilà. C'est ça. Et puis, il s'est rattrapé en donnant la branchiflore, quand même. C'est vrai. Parce que sans Dobby, Harry n'aurait pas fait la 2e tâche. Hein. Bon, de toute façon, c'est Ron qui s'y colle, qui subit les stupéfixes pour l'entraînement de Harry. Et Hermione dit que si Ron il a mal, c'est parce qu'il tombe toujours à côté des coussins quand Harry le stupéfixie. Mais Ron lui répond que c'est pas facile de viser une fois qu'on tombe. Et Hermione, elle pourrait prendre sa place elle aussi si elle veut. Mais Hermione, à ce moment-là, elle change vite de sujet. Elle est maligne aussi, alors, parce que voilà, c'est Ron. On l'aurait tous fait, hein, on va pas se mentir. On aurait fait pareil. Hermione pense qu'il est temps pour Harry d'apprendre de nouveaux sorts, en commençant par le maléfice d'entrave qui ralentit toute attaque éventuelle. Mais la cloche sonne bientôt pour annoncer la fin de la pause du midi. Hermione se rend à son cours d'arithmancie, tandis que les garçons ont rendez-vous tout en haut de la tour nord avec le professeur Trelawney. Dans la salle de classe règne comme toujours une chaleur suffocante. La pièce est plongée dans la pénombre et dans toutes sortes de vapeurs parfumées. C'est bien que Harry préfère s'asseoir à côté d'une fenêtre qui l'entrouvre légèrement. Trelawney accueille les élèves de son air mystérieux avant d'éteindre les quelques lumières encore allumées. Puis elle sort un modèle magnifique du système solaire afin qu'il puisse étudier la position de la planète Mars. Une brise d'air caresse le visage de Harry, un insecte bourdonne à la fenêtre et l'obscurité finit par le plonger totalement dans le sommeil. On a un deuxième cours un peu soporifique ici. C'est vrai qu'on a le cours d'histoire de la magie le matin, le cours de divination l'après-midi, puis on sait que Harry, Ron et Hermione, ils n'ont pas beaucoup dormi. Je sais pas, il y a une espèce... La fatigue se sent dans tout ce chapitre, c'est assez intéressant. Je sais pas quel cours est le plus soporifique. Est-ce que c'est histoire de la magie ou est-ce que c'est divination ? Divination. L'histoire de la magie, je dirais, parce que ça me fait penser à l'histoire du droit. Donc... Ah, ça te fait penser à des cours que t'avais vraiment eu. Je sais pas, moi j'aurais plus dit divination par rapport à l'ambiance de la salle, aussi le fait qu'il y ait cette chaleur qui est... Ouais, j'avoue. Après, la divination, ça m'intéresse, donc du coup, je pense que ma curiosité me permettrait de rester éveillée, en fait. Moi, je pense que je suis Team Harry Hermione, c'est le truc qui va m'endormir, je pense. Alors qu'au contraire, l'histoire de la magie, même si je pense que je finirais par m'endormir, je trouverais ça plus intéressant parce que j'aime bien tout ce qui est histoire. Donc... Ouais, moi je pense que je m'endormirais plus en cours de divination aussi, à cause de l'ambiance et le sujet qui m'intéresse moins. Vous avez jamais eu des cours d'histoire de droit. Tu vois, le professeur Bean, ça fait penser aux cours en amphithéâtre à la fac un peu. Le truc hyper impersonnel du prof qui lit son propre livre. Voilà. C'est vrai en plus. Qui lit la bibliographie de son cours, constituée essentiellement de livres qu'il a lui-même écrits à la Gildor et Lockhart. Oui, non, c'est un peu ça, cette ambiance très impersonnelle mais en même temps, si le sujet est intéressant, tu restes un peu éveillé. Alors que là, la divination, ça doit être dur de lutter quand même. Et justement, est-ce que parce que là, le sujet du cours, c'est la position de la planète Mars avec les planètes, etc. Est-ce que vous y croyez, ça, l'influence du système solaire et du positionnement des planètes? Ouais, moi je pense ça. Tu sais déjà que la Lune, elle a des influences sur nos comportements, sur nos humeurs, sur notre sommeil. Qu'est-ce que t'en penses, Eden? Ah, je sais pas. D'un côté, je suis un peu comme toi, j'y crois un petit peu par rapport à ce que tu viens de citer, la Lune sur le sommeil. Je sais que ça joue aussi, par exemple, sur les marées, les choses comme ça. Ouais. Donc je me dis, d'un côté, on pourrait y croire, mais d'un côté, après, je sais pas, c'est tellement
pas, entre guillemets, cartésien. C'est quelque chose, t'as pas de preuves, t'as pas de source vérifiable, que tu sais pas sur quel pied danser. Ouais, moi je suis un petit peu sceptique, mais sceptique curieux, quoi. Par exemple, la lune, ça m'a jamais rien fait au niveau de mon sommeil. Si, une fois, t'avais du mal à dormir et on avait regardé, c'était à la pleine lune. Ah bon? Oui, il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, t'as dit, ça devait être la pleine lune et tout. Mais oui, parce que je répète, ma mère, par exemple, elle dit tout le temps ça, tu vois. Et puis... mais la mienne aussi, je te rassure. Ouais, à chaque fois, j'ai entendu ma mère dire, en plus, c'est un truc, c'est pas un délire où c'est 2 jours avant la pleine lune ou. C'est pas, je sais plus. Elle fait, tu vois, là, dans 2 jours, c'est la pleine lune, c'est sûr que c'est ça, je vais pas bien dormir. Non, mais je pense que la lune, elle a vraiment les planètes et tout, parce que je m'en souviens, j'ai grandi à la campagne et je me souviens des personnes âgées qui jardinaient en fonction de la lune. Oui. Et tout. Ça, par contre, c'est un vrai truc. Ils ont un calendrier lunaire et tout, et même par rapport à la lune, et puis je sais plus. En fait, ils regardaient le ciel et ils savaient la météo, genre 1 mois à l'avance ou un truc comme ça. En fait, ils étaient plus à l'écoute de la nature et des signes de la nature que nous, on l'est aujourd'hui, en fait. Et ça s'est perdu. Oui, ça c'est dommage. C'est bien vrai. Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas d'effet sur moi, mais c'est aussi peut-être de l'ignorance, en fait. Si je m'intéressais un peu plus au sujet, peut-être que je me rendrais compte, effectivement, par exemple, si mon sommeil est perturbé, si je me sens un petit peu comme ça, est-ce que c'est pas lié à la Lune ou à des positionnements de planètes? Évidemment, tant qu'on s'y intéresse pas, on peut pas savoir. C'est vrai. Bon, Harry, lui, il est loin de toutes ses préoccupations divinatoires et il est loin du système solaire parce qu'il est plongé dans un rêve dans lequel il chevauche un hibou qui s'engouffre bientôt à travers une fenêtre cassée d'une maison. Il fait sombre à l'intérieur. Le hibou délivre un message, s'en va, mais l'esprit de Harry, lui, il reste dans la pièce. Il y a un grand serpent et un petit homme chauve face à un fauteuil derrière lequel se trouve Harry. Une voix glaçante qui s'élève du fauteuil dit à l'homme qu'il a eu de la chance car malgré son idiotie, quelqu'un est mort. L'homme chauve à qui il s'adresse s'appelle Queudver. Queudver, qui est recroquevillé par terre, supplie à son interlocuteur de le pardonner. La voix s'adresse ensuite au serpent, Nagini, bien sûr. Malheureusement pour lui, ou pour elle, parce qu'on le rappelle, Nagini est une femelle, même si c'est pas dit dans le texte, Queudver ne sera pas son repas du jour, mais il reste bien sûr Harry Potter pour plus tard. Même si la vie de Queudver est épargnée, un châtiment s'impose et la voix glacée lance un Andoloris. Queudver se roule par terre en hurlant de toutes ses forces. La cicatrice de Harry devient elle aussi douloureuse. Il se met à crier, c'est bien que Voldemort va se retourner et le voir, c'est sûr. Mais il se réveille en fait dans la classe du professeur Trelawney, effondré par terre, ses mains couvrant sa cicatrice. Alors, on a les prémices ici, évidemment, de la connexion entre l'esprit de Harry et de Voldemort, qui va être le fil rouge de tout le tome 5. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça étrange, la façon dont ça commence, parce que c'est comme si il arrivait, en fait, là où se trouve Voldemort, via le hibou qui vient apporter le message, comme quoi Monsieur Croupton a bien été tué. Donc, un hibou qui provient, on peut imaginer, de Barty Junior, enfin, c'est même sûr. C'est un peu bizarre cette entrée en matière parce qu'en fait, ils sont connectés par leur esprit, mais pourtant, via son rêve, il arrive par les airs, tu vois. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais. Mais pour le premier, c'était un peu pareil aussi. Il n'était pas. Parce qu'avec avec le gardien, c'était Price, je crois qu'il s'appelle. On commence par lui aussi. Et après, il se réveille. Donc, il y a toute la scène avec Voldemort, Croupton, et après, Harry se réveille. Mais c'est pareil. Et je crois qu'il commence avec le gardien. Alors ça, c'est un petit jeu de littérature. Je me souviens qu'on en avait parlé dans le chapitre 1 et 2 du tome 4, parce que effectivement tout le chapitre 1, on est extérieur à Harry et tout, puis ensuite, en fait, on apprend qu'il est en train de rêver. Sauf qu'il peut pas avoir rêvé de tout. Il peut rêver de quand Voldemort est là, dans la maison, et qu'il parle à Nagini, etc. Ça, leur esprit peut être connecté. Par contre, tout ce qui se passe avant, sur la mort des grands-parents de Voldemort et tout, en fait, c'est de l'histoire qui nous a raconté à nous, lecteurs, mais ça peut pas faire partie du rêve, c'est pas possible. J.K. s'amuse un peu avec ça. Il y a un moment, on passe, il y a une transition. Au début, on est sur une histoire vraiment purement, c'est vraiment adressé au lecteur. Et puis, on va transitionner vers le rêve que fait Harry.
Mais la transition, nous, on la sent pas en tant que lecteur. Donc, c'est un petit jeu de littérature qu'elle fait ici pour que les lecteurs aient toutes les infos, quoi. Ce qui est plutôt bien vu, effectivement. Mais là, on a vraiment le début, le milieu et la fin du rêve. On a le contexte, Harry s'endort, il est en cours de divination, et on a le début de son rêve, il est sur comme s'il chevauchait un hibou, ce qui n'a aucun sens, d'ailleurs. Enfin, c'est un grand-duc, c'est un hibou grand-duc, c'est dit. Oui, mais même, c'est un hibou grand-duc. Oui. Alors que normalement, en fait, si vraiment c'est l'esprit, enfin, on sait, c'est l'esprit qui est connecté, il devrait être projeté là où se trouve Voldemort, en fait. Alors qu'il y a quand même tout un petit truc, un peu de mise en situation. Après, c'est pas une science exacte, tu vois. Ouais. Donc, ça se trouve, c'est à mi-chemin entre la vision, le rêve et la projection, tu vois. Ouais. Oui, parce que normalement, aussi, dans le futur, quand il se connecte avec Voldemort, il voit ce que Voldemort voit, il est comme s'il était Voldemort, non, aussi. Alors que là, c'est vrai que c'est vraiment plus extérieur. Là, ça reste extérieur, ouais, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que J.K. Rowling s'amuse un peu. Elle s'amuse avec cette connexion-là. Et quand je dis elle s'amuse, elle cherche pas forcément à rendre ça hyper crédible. Et encore une fois, le chapitre 1 en est un bon exemple. En même temps, est-ce que c'est pas une science, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est la magie. C'est pas factuel, c'est la magie, donc il n'y a pas véritablement de... Ça se passe en vrai comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est du coup, tu peux laisser libre cours à ton imagination, en fait. C'est ça. Oui, et puis, est-ce que comme il s'endort, est-ce que le fait que chevauche le hibou, c'est pas aussi un début de rêve qui après se prolonge oui, c'est possible aussi, avec la connexion de vision, de rêve. Le rêve un peu chelou de base. Il se rappelle de son vol avec Buck et du coup, comme il a plus Buck, il l'a remplacé par un hibou. Voilà. Mais Harry, comme il a l'esprit un peu torturé, c'est vrai que souvent il fait des rêves bizarres que l'autrice aime bien raconter. J'ai un souvenir dans le 1 comme ça, où il y a un rêve très bizarre avec Quirrell. Elle s'amuse à créer des images de rêves qui n'ont aucun sens, quoi. Le professeur Trelawney est tout excité de la vision que vient d'avoir Harry, et les vibrations de sa salle de classe y sont forcément pour quelque chose. Mais Harry lui fait comprendre sèchement qu'il a besoin d'aller à l'infirmerie et rien d'autre. Puis il quitte la classe sans lancer un regard à son professeur, qui paraît extrêmement frustré, bien sûr. C'est fou de se dire quand même qu'elle ignore avoir fait 2 prophéties déjà au sujet de Harry. À ce moment-là, j'ai pensé à ça, parce qu'elle a fait la prophétie qui, malheureusement, a provoqué la mort de ses parents. Et puis, l'année précédente, elle a aussi fait la prophétie de Pettigrew, qu'elle allait retrouver son maître. Et sauf qu'à chaque fois qu'elle fait une prophétie, elle s'en souvient pas, quoi. Vraiment pour elle, parce que ouais. Elle savait qu'elle était à l'origine de ce qui a provoqué la mort de 2 personnes. Ouais. Et là, bon, elle se retrouve face à Harry qui vient de faire un rêve, mais un rêve qui est aussi lié à Voldemort, même si elle n'en a aucune idée pour le moment. Elle suppose que c'est lié à Voldemort, parce qu'elle n'est pas complètement idiote non plus. Elle espère peut-être aussi. Ouais, elle espère en tout cas. Elle aime bien les dramas. On la sent. Je sais pas ce que ça aurait donné si Harry avait bien voulu rester, mais je pense qu'elle aurait consacré la fin du cours au rêve de Harry, sans doute en lui expliquant qu'il allait mourir bientôt, quoi. Du coup. Sur les conseils de Sirius, Harry décide non pas de se rendre à l'infirmerie, mais plutôt dans le bureau de Dumbledore pour lui expliquer directement ce qui vient de se passer. En chemin, il fait son maximum pour se souvenir de tous les détails de son rêve. Arrivé devant la gargouille qui marque l'entrée du bureau du professeur Dumbledore, Harry réalise alors qu'il ne connaît pas le mot de passe une nouvelle fois. Il essaye tout un tas de friandises qu'apprécie Dumbledore en s'inspirant du seul mot de passe connu 2 ans plus tôt et qui était sorbet citron, comme on le sait. Mais ni les Fizz Whizbees ou les dragées surprises ne permettent d'ouvrir le passage, c'est pas ça le mot de passe. Harry s'énerve au point de donner un coup de pied à la gargouille, ce qui s'avère tout à fait inutile, bien sûr. Il retente sa chance en citant d'autres friandises et quand il prononce « nid de cafard » sous le coup de la colère, la gargouille s'anime soudain. Nid de cafard. Harry est stupéfait que ça ait marché parce que il disait ça pour rire en fait. Profitant de sa chance, Harry glisse par l'ouverture et il monte l'escalier en colimaçon qui s'élève doucement par magie. Je me demande si nid de cafard c'est vraiment le mot de passe de Dumbledore. Ou alors, j'ai peut-être une théorie, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si c'est pas plutôt l'impertinence de Harry qui lui permet d'entrer, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il a vraiment deviné le mot de passe et que c'est vraiment nid de cafard ? Ah, mais du coup, il suffirait juste de s'énerver et de dire plein de mots
les uns après les autres pour réussir à entrer dans le bureau du directeur. Ouais, je sais pas. Moi, je verrais bien Dumbledore mettre un mot de passe comme ça, mine de rien. Après, c'est fou quand même que... La coïncidence est fun, non ? Le bureau du directeur, il soit pas en libre accès. Bon, après, t'as les directeurs de maison pour filtrer, mais bon. Après, je comprends, peut-être t'as pas forcément envie d'être embêté par des élèves comme ça. Ouais, mais c'est comme si ton patron mettait un mot de passe son bureau, quoi. Ouais. Et que le mot de passe, c'est une lit de cafard en plus. Je sais pas, moi, j'ai toujours eu... alors, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais des patrons plutôt disponibles et tout, les grands patrons assez disponibles, donc c'est pour ça que... Mais après, dans les collèges, les lycées, les écoles, c'est un peu pareil. Je m'en rappelle plus. T'accèdes pas au directeur ou à la directrice comme ça ? Moi, j'étais dans un petit collège, donc elle était souvent là, la directrice. Je la voyais tout le temps dans les couloirs, elle était très accessible. Je sais pas. Ouais, je pense que ça dépend. Moi, pour moi, le directeur, en tout cas, après, c'était des gros collèges-lycées. Pour moi, tu passes d'abord, par exemple, par pas sous-directrice, mais la directrice adjointe ou le CPE avant de voir le directeur. Fallait prendre rendez-vous. Tout ça, tu n'allais pas frapper à son bureau. Bonjour, c'est moi. Ça fait trop longtemps que je suis plus à l'école, j'ai oublié comment ça se passait. Ouais, puis je pense que Dumbledore, pour le coup, il a d'autres affaires en dehors de Poudlard. Il garde des secrets dans son bureau et je pense qu'il faut pas que ça soit accessible à n'importe qui, n'importe quand. Quand il cherche les Horcruxes, il travaille dans son bureau. Enfin, voilà, je comprends quand même qu'il y ait une espèce de secret quand même autour du bureau de Dumbledore. Même si je comprends aussi ton point de vue c'est bizarre de pas pouvoir parler au directeur quand tu veux parce que si t'as pas le mot de passe et qu'il y a personne, ou pire, si tu tombes sur Rogue comme au chapitre précédent, tu vois jamais le directeur. En fait. Faut passer par les directeurs de maison. Ouais, c'est ça. Oui. Pour le coup, les directeurs de maison, c'est aussi un intermédiaire ou une alternative au Big Boss qu'est Dumbledore, en fait. Par exemple, en tant que Gryffondor, si t'as un problème, je pense que le premier réflexe, c'est d'aller voir McGonagall, par exemple. Oui, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup d'élèves qui vont avoir le réflexe d'aller voir Dumbledore. Ils vont plus aller voir un professeur que directement Dumbledore. Je pense que Harry, il va voir Dumbledore parce que ça fait 3 ans et demi maintenant que chaque année il a des soucis, que chaque année il y a les discussions avec Dumbledore. Il a une relation un peu particulière avec Dumbledore aussi. Donc et puis je pense qu'il peut plus facilement se confier à Dumbledore du fait de la grande connaissance de Dumbledore par rapport à ses douleurs avec sa cicatrice, que en parler à McGonagall, qui peut-être de toute façon va le renvoyer vers Dumbledore. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, si Harry il avait pas trouvé le mot de passe, je pense que ça aurait été une bonne stratégie qu'il aille voir McGonagall parce que c'est facile de la trouver. Alors après, elle a peut-être cours, tu me diras, mais après, il n'y a pas d'urgence extrême non plus, quoi. Mais McGonagall, si jamais Harry lui dit j'ai besoin de voir le directeur et je peux rien vous dire, je pense que McGonagall, elle accepte, quoi. Elle est loyale pour ça. Harry entend du bruit derrière la porte fermée de Dumbledore et il reconnaît la voix du ministre de la magie. Fudge explique qu'il n'y a pas de preuve qu'il se soit passé quelque chose de louche avec Bertha Jorkins. Et encore tu le dis comme moi. J'ai dit quoi ? Bertha Jorkins. Ouais, mais toi, je sais pas, toi, on sent, genre, ça, il n'y a pas d'erreur, mais on sent que tu galères un petit peu. on sent que t'es pas rassuré. La pauvre. Je plaisante. Bertha ça y est, je vais bugger. Bertha Jorkins. Voilà. Bertha Jorkins. Quelque part, heureusement qu'il y a un mot de passe, parce que là, en le lisant, je m'en rends compte. Mais une fois que tu as passé la gargouille, du coup, tu as accès à l'escalier qui t'emmène jusqu'à la porte du bureau. La porte du bureau, elle vaut pas grand-chose parce qu'il suffit de coller son oreille et t'entends tout ce qui se passe, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un mot de passe. Il reçoit des personnes importantes d'elle que le ministre de la magie, quoi. Ouais, voilà. Donc, comme je disais, Fudge explique qu'il n'y a pas de preuve qu'il se soit passé quelque chose de louche avec Bertha Jorkins, et encore moins que sa disparition soit liée à celle de Barty Croughton. Concernant ce dernier, Fudge a 2 théories. Soit il a perdu la boule, ce qui n'aurait rien d'étonnant en vue du personnage, soit la directrice de Beauxbatons y est pour quelque chose. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Il soupçonne Madame Maxime juste parce que c'est une demi-géante, quoi. Dumbledore. J'ai jugé. Ouais. Alors qu'il va pas soupçonner Karkaroff alors que c'est un ancien mange-mort. Ouais. Non mais ouais, Fudge, quoi. Oui. Le meilleur ami de Lucius Malfoy, hein, on le rappelle quand même. Dumbledore nuance en disant que Croughton aurait voyagé très loin et rapidement quand même pour quelqu'un qui aurait, je cite, perdu la boule.
Et il précise que Madame Maxime est une directrice compétente, en plus d'être une excellente danseuse. Ça me fait rire, c'est comme si ça venait prouver son innocence à Madame Maxime. C'est une excellente danseuse, en plus de ça. Mais Fudge dit que son opinion à Dumbledore est biaisée par rapport à ce type de personne à cause de Hagrid, parce que lui non plus n'a pas l'air tout à fait inoffensif au vu de son obsession pour les créatures monstrueuses. Mais Dumbledore répond sèchement qu'il n'a aucun soupçon ni sur Hagrid ni sur Madame Maxime, mais qu'il n'exclut pas pour autant que c'est lui, Fudge, qui a des préjugés. Et toc. Et là, vraiment, c'est grave parce que je me suis dit, mais Fudge, ça lui a pas suffi d'envoyer Hagrid à Azkaban il y a 2 ans pour rien. Apparemment, non. Parce que il veut le lancer pour autre chose. On le rappelle quand même ce qu'il a fait. Hein. Ah, mais il a l'air d'avoir tellement des préjugés qu'il a l'air de les haïr, mais à un point que tout prétexte est bon pour... Il est ministre de la magie. C'est ça. Il y a 2 ans, il a envoyé Hagrid à Azkaban parce que la chambre des secrets était ouverte à Poudlard et qu'il y avait des attaques sur les élèves. Donc, sans aucune preuve, juste parce qu'il avait été soupçonné à l'époque, il a mis Hagrid à Azkaban parce que c'est un demi-géant. Il a eu la preuve depuis que Hagrid, il était complètement innocent, que c'était pas lui la fois d'avant, que c'était encore moins lui cette fois-là. Et pourtant, il est là en mode, c'est un demi-géant, il faut se méfier de cette espèce-là. C'est marrant, ça fait écho avec ce qu'on vit en ce moment. Ouais, c'est marrant, ça. C'est fou. La xénophobie, c'est marrant. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et voilà comment on est cancellé. Là, tu clips juste ça. Ça va être isolé, amplifié. La xénophobie, c'est marrant. Non, mais oui, il y a des thèmes quand même qui sont très contemporains encore aujourd'hui. Et nous enregistrons le 6 juillet. Donc, nous ne connaissons pas encore ce qui va se passer demain, 7 juillet. On ne sait pas si Fudge a été élu Premier ministre. Maugrey, qui lui aussi est présent dans la pièce, propose de remettre cette discussion à plus tard. Et pour cause, il annonce que Potter attend de l'autre côté de la porte pour voir le directeur. Et c'est une fin de chapitre. Merci à tous les deux. Merci Eden. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci Jérémy. De rien. Je peux préciser un truc sur Eden ? Ah, vas-y. Je croyais que c'était son pseudo Discord. Il faut dire quand même à tout le monde que c'est son véritable prénom et je trouve ça très beau. Ah bon ? Oui. Jardin d'Éden. Très beau prénom. T'as un jardin, Eden ? Oh C'est toi qui m'as... Non, mais c'est beau, genre, tu t'appelles Eden, t'as un jardin, c'est ton jardin, c'est le jardin d'Eden. Oui, me regarde pas comme ça, c'est toi qui as dit ça, donc, hein. Il y a pas un... Non, c'est un très beau prénom, j'aime beaucoup. En plus, c'est mixte. Gentil. C'est ce qu'on disait en off, c'est un prénom mixte. Et justement, plus porté par des garçons que des filles, donc c'est encore plus original. Bon il paraît, ouais. Oh, je savais pas. Ouais, alors, c'est toujours ma connaissance. Hein. Je ne connais évidemment pas les je ne sais plus combien de millions de personnes qu'il y a en France et dans le monde. Mais c'est vrai que les 2 seules références un petit peu que j'ai, c'est les 2 garçons, le joueur de foot belge et le fils de Teddy Riner. Ok, je ne savais pas. Je connais Eden Hazard, ouais. Joueur belge. Désolé la Belgique. Ah, oui. On va mettre fin à tes souffrances et on va passer au meilleur personnage du chapitre. Ouais. Ça me fait rire, donc... Eden, est-ce que tu as retenu un personnage dans ce chapitre ? Mais moi, c'est Madame Trelawney, le professeur Trelawney, parce que Ouais, mais comme elle est trop excitée qu'il soit passé un truc dans son cours, qu'après elle est trop triste parce que Harry, il envoie bouler, ça m'a fait... Je sais pas, ça m'a fait rire. Et toi, Jérém ? Ouais, j'ai choisi Trelawney aussi. Mais c'est... Ah bon ? Ouais, mais c'est dur sur le chapitre. Déjà, c'est un chapitre très court, assez transitoire, avec pas beaucoup de personnages qui se démarquent, je trouve. Oh, tu vas nous sortir un truc, toi. Non, moi, je pensais que t'aurais choisi Maugrey, quoi. Eh ben non, je n'ai pas choisi. T'aurais dit Maugrey avec son jeu d'acteur. Ah oui, ouais, mais à chaque fois, je fais le coup. Un génie du mal. Non, mais si tu veux, je choisis Barty Junior à chaque chapitre. C'est ça, moi, je m'attendais à ça.
Mais non, là, il est assez en retrait. Ils viennent le voir, il est présent dans le chapitre, mais il est là en mode, il donne les mêmes conseils que Sirius, Harry. Non, mais il invente quand même des trucs de fou. Oui, il vient de j'ai chez fait son un père. axio pour récupérer la carte du maraudeur de mon bureau jusqu'à la forêt interdite. Et malgré ça, j'ai pas rien trouvé sur la carte. Enfin, il raconte une histoire. Il se raconte des lits, c'est incroyable. Il baille, il est fatigué, mais il baille pourquoi ? C'est parce qu'il a tué et enterré son père la veille. Bah, c'est fatigant. C'est fatigant, oui, ça. c'est fatigant, parricide. Vache. C'est fatigant d'être un génie du mal. Non, ouais, c'est Trelawney qui m'a fait rire pour son côté déluré, mais maintenant que tu le dis, Barty Junior, voilà. Il est trop fort. Et toi ? Ah, ça, on peut pas lui enlever. Bah, Barty, Croupton Junior. Ah, c'était le tien. Ok. Moi, j'ai adoré son petit mytho. Oui, je vais faire un axio pour récupérer la carte du maraudeur, pour regarder si je voyais pas sur la carte du maraudeur. Enfin, oui, par contre, à quel moment c'est crédible, hein. Il a trop bien pensé, il a trop bien travaillé son mensonge. Ça me fait rire. Eden, est-ce que tu as trouvé un renommage pour ce chapitre ? Je m'exerce en improvisation tout de suite. Bienvenue au club. Non, je pense que ça va rester sur le thème Trelawney. Donc, Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 29. Yes, enfin il se passe quelque chose dans ma classe. Ouais, c'est vrai, ce qui se passe pas grand-chose. Et toi, Jérém ? C'était pas facile non plus, là. Sur celui-là, Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 29, la fatigue est présente. Ok. Parce que, comme je disais, il y a ce fil rouge de la fatigue, je trouve. Tout le monde est crevé, tout le monde est fatigué. Il y a 2 cours soporifiques. Sinon, j'avais aussi Harry se tape une petite sieste en cours. Parce que finalement, c'est ce qui un peu se passe dans... Pas tes meilleurs. Hein. Bah, vas-y, on t'écoute, Marina. Moi, j'en ai pas. Ah, ok. Non, j'en ai pas, je sais pas. Pourtant, j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas... Ça m'inspirait pas, ce chapitre. Il se passe plein de trucs et en même temps, rien, en fait. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, c'est plein de petits trucs éparses. Au tout début, il y a les jumeaux. Après, on passe aux entraînements dans la classe. Après, la rencontre avec Maugré, le cours de Trelawney. C'est plein de petits passages comme ça. Même le titre original, il est pas ouf. Hein. Le rêve. Ouais. Alors, on sait qu'elle met toujours un soin à ce que les titres ne soient pas des spoilers, ce qui est tout à fait honorable, hein, parce que on peut très bien lire tous les chapitres et ne pas savoir où l'histoire nous mène. Mais bon, là, le rêve, ça reste quand même assez basique. Je pense que les auditeurs et auditrices nous pardonneront de ne pas être très inspirés de notre côté non plus. En tout cas, j'espère que l'on sera un peu plus inspiré pour La Volière. Nous commençons avec un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Juliette. Hello la fréquence, c'est votre invité si vous en avez un. Je m'appelle Juliette, j'ai 13 ans. Je me demandais, est-ce que des moldus pouvaient passer la barrière de la voie 9/3/4 par un malentendu, bien sûr. Hein. Peut-être juste vouloir s'appuyer contre la barrière et pouf, tomber sur la voie 9/3/4. Voilà. Et si c'est impossible, comment ils font les parents d'Hermione ou tout simplement les parents de Némoldu pour venir sur la voie 9/3/4? Parce que il me semble que dans les livres, on voit que les parents d'Hermione sont sur la voie 9/3/4. Voilà, continuez ainsi, vous êtes géniaux. Bisous. Merci Juliette pour ton hibou. Alors on va essayer de répondre à ta question. On a quelques éléments, mais pas tout. Donc il y a aussi du headcanon qui vient un peu jouer ici. Si on devait vraiment répondre par oui ou par non à la question est-ce que les moldus peuvent passer la barrière de la voie 9/3/4, la réponse c'est oui. Juliette, je crois que dans ton hibou, tu dis qu'on voit les parents d'Hermione sur la voie 9/3/4. Je crois pas qu'on les voit sur la voie 9/3/4. Par contre, on les voit sur le chemin de traverse. Et pour passer le chemin de traverse, il y a une barrière magique à franchir, un peu comme à King's Cross, donc c'est assez similaire. Et puis, on sait aussi que les Némoldus sont accompagnés pour faire leur entrée à Poudlard. Donc, il y a évidemment un accompagnement pour les parents de Némoldus pour qu'ils puissent accéder au chemin de traverse et à la voie 9/3/4 pour le Poudlard Express. Je pense que les parents de Némoldus ont besoin de voir leur enfant entrer dans la locomotive, de les accompagner, de leur dire au revoir. Enfin, c'est quand même la moindre des choses. Donc, je pense que c'est possible
que les moldus accèdent à cette partie de la magie, que ce soit le chemin de traverse ou la voie 9-3/4, tant qu'ils sont accompagnés d'un sorcier. Donc ça, c'est un peu mon headcanon. Il n'y a pas d'info officielle, mais je pense juste que s'il y a un sorcier qui accompagne un moldu pour passer par la barrière magique, je pense que ça fonctionne tout simplement, quoi. Donc voilà, et il y a un autre élément, parce que même si je ne crois pas qu'on voit les parents d'Hermione sur la voie 9-3/4 à un moment donné dans les livres, néanmoins, on voit Pétunia et ses parents sur la voie 9-3/4. Souvenez-vous, c'est dans les Souvenirs du Prince, dans le tome 7. Pétunia a été sur la voie 9-3/4, accompagnée de ses parents, et donc des parents de Lily. Ils sont tous les 4, la petite famille, ils sont tous présents sur la voie 9-3/4, alors que il y a juste Lily qui est sorcière parmi les 4. Donc c'est une preuve que c'est tout à fait possible. Mais headcanon, je pense qu'il faut être accompagné d'un sorcier. C'est pour ça que si jamais par inadvertance, quelqu'un, un moldu se tient contre la barrière, ce qui arrive tout le temps, je pense, enfin, ça reste une barrière, donc je pense qu'on peut s'y accouder, etc. Ça fera rien tant qu'on n'est pas accompagné d'un sorcier. Moi, c'est un peu l'image que je m'en fais. Je sais pas si vous avez des réactions, des commentaires. Oui, c'est pareil. Parce que je vois pas comment on pourrait passer sans l'aide d'un sorcier, en fait. Je pense que c'est... On va se prendre juste un mur. Primordial, ouais. Oui. Mais puis, un peu pareil aussi, je me posais la question, ensuite, quand j'avais écouté le hibou sonore, pour moi, la barrière, elle est ouverte également qu'au moment où il y a le train qui part et qui arrive, donc c'est-à-dire rentrer et les vacances. Donc je me dis que tout le reste du temps, déjà le portail il est fermé entre guillemets, donc forcément t'as pas de risque de passer. Et pendant ces rentrées, alors je sais pas si c'est officiel ou pas, ou si c'est moi qui l'ai inventé, je ne sais plus du tout d'où j'ai cette information. Il me semble qu'il y a également des repousses moldus et des gens du ministère qui surveillent un petit peu qu'il n'y ait pas de moldus justement qui puissent par inadvertance passer la barrière. Donc je pense que ces 3 éléments mélangés font que c'est très peu possible qu'un moldu arrive par hasard sur la voie 9-3/4. Ouais, je pense que ça doit être peut-être un article Pottermore, parce que ça me dit quelque chose aussi. Après, je sais pas du coup si on a des infos sur le Poudlard Express et plus largement sur la voie 9-3/4. Est-ce que la voie 9-3/4 n'est ouverte que pour le Poudlard Express à de rares moments dans l'année, genre la rentrée, les vacances et la fin d'année, ou est-ce que c'est aussi plus globalement une gare sorcière qui permet de voyager dans le pays? Je sais pas, mais j'ai l'impression que non, c'est que pour l'école, parce que une fois que tu sais transplaner, j'ai l'impression que la plupart des sorciers adultes savent transplaner, bah t'as pas forcément besoin de prendre le train. Donc je sais pas. Ouais, sans doute que ça ne concerne que la rentrée, que les vacances, donc des moments très précis avec tout un tas de protections en plus. Donc même si ça reste curieux de se dire que aucun moldu s'en rend compte. Enfin, l'idée qu'il y a un passage comme ça avec des centaines de sorciers. Surtout avec toutes les caméras de sécurité aujourd'hui. Oui. Ça reste bizarre, mais c'est la magie, quoi. Tout est possible. Et puis, des GCM, de toute façon. Après, peut-être que... Parce que là, c'est écrit dans les années 90, qu'il n'y avait pas encore tous les smartphones, les caméras de sécurité. Peut-être qu'elle aurait peut-être adapté son histoire si ça s'était passé aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on connaît. Peut-être que ça a changé, ouais, maintenant. Oui. Peut-être que les moldus ont des technologies qui pourraient permettre un peu plus de capter des trucs bizarres sorciers qui se passent, et notamment dans la gare la plus importante du pays. Ouais. Bah, en fait, une fois qu'on est à King's Cross, qu'on visite vraiment le lieu, c'est vrai que ça paraît improbable. Ouais. C'est comment ça pourrait exister. Après, si la magie est vraiment super forte en mode repousse moldu, sortilège de confusion et tout, ça se trouve, tu vois, on est manipulé, on est ensorcelé sans le savoir aussi. Hein. En fait, c'est les sorciers, le nouvel ordre mondial. Moi, j'y crois en tout cas. En tout cas, il y a un truc très simple. Bah, au monde des sorciers, il y a vraiment un passage. C'est juste que on est repoussé par la magie, mais ça existe. Et d'ailleurs, il y a toujours une tradition très sympa à King's Cross. Chaque 1er septembre à 11h, le Poudlard Express est annoncé à la gare de King's Cross, et c'est toujours un rassemblement de fans qui sont là pour entendre le message, et tout le monde lève sa baguette. J'aimerais beaucoup le faire un jour. Ça doit être très sympa. Allez, ça va être un prochain projet pour les maraudeurs, ça, pas de souci. De fou, ça serait trop bien. Ouais. Et puis on va au studio après, par la même occasion, quitte à être à Londres. Les studios, on a déjà fait le projet l'année dernière, on y était à 10 en mai 2023. Là, on repart, donc il n'y en a que 2 qui y vont, mais qui repartent en septembre 2024 faire les studios. Donc, moi, je fais la pièce cette année. Et la date, c'est le 1er septembre ou pas ?
Non, c'est fin septembre. On part du 18 au 22. Ouais. Ben non, mais ils voulaient faire l'événement au studio. C'est Halloween. Donc du coup, on pouvait pas partir. Sinon, ça aurait été j'aurais pu y penser sinon. Avec Marina, on aimerait bien y aller à Halloween. Ouais. Ça se trouve, il y a déjà plus de place. Si, je pense que... ça doit en semaine, c'est toujours un peu plus simple que le week-end. Mais tu te rappelles, au mois d'août l'année dernière, on réservait pour le mois de décembre, il y avait déjà quasiment plus de dispo. Le week-end. Bah ouais. Le week-end, c'était compliqué. Là, les deux maraudeurs qui y vont, ils ont réservé leur billet, je crois, en janvier ou février. Donc, si vous voulez y aller, ils y vont un vendredi. Donc, ils seront ravis que vous les accompagniez. Il n'y a aucun souci. Carrément. Nous passons au hibou sonore de Julie. Bonjour Fréquence 9 3/4, je m'appelle Julie et j'ai 12 ans. Donc je me posais une question en écoutant un podcast, donc le podcast sur les elfes de maison. Je me demandais si jamais on laisse traîner une chaussette ou un truc comme ça, par exemple dans son dortoir, est-ce que pour nettoyer, les elfes de maison ils vont la ramasser? Parce qu'on sait qu'Hermione tente d'essayer de cacher des vêtements pour que les elfes de maison soient libérés contre leur gré, mais si nous on laisse traîner un vêtement, est-ce que ça les libère? Merci beaucoup, vous êtes super, continuez ce que vous faites, c'est génial. Merci Julie pour ton hibou. Maintenant, je pense pas qu'il n'y a pas l'intention de vouloir libérer, en fait, de donner pour libérer. Non, tout simplement parce qu'il ramasse, en fait. En fait, je sais pas. Parce que Lucius Malfoy libère Dobby en donnant la chaussette par mégarde. Et Dobby prend la chaussette et se sent libéré. En fait, il faut pas donner directement le vêtement. Ouais, moi Ils peuvent ramasser en tâche ménagère, quoi. Le truc, c'est que, est-ce que pour Dobby, ça fonctionne pas parce que, quelque part, il a tellement envie d'être libéré. Tu vois? Possible, hein. Je pense, parce que, en vrai, ça se passerait dans un autre contexte tout à fait normal d'un maître qui donne un livre à son elfe et puis il y a une chaussette dedans. Je pense que c'est OK. Enfin, genre, ah non, mais en fait, je te libère pas. Voilà, il y a pas de problème. Sauf que Dobby, il cherche tellement le truc qui va lui permettre psychologiquement d'être libéré qu'il l'interprète comme ça. Après, dans le cas de Hermione, c'est un peu particulier parce qu'elle le fait exprès. Elle a l'intention de les libérer par les vêtements. Après, comment ils savent qu'ils vont être libérés par ce vêtement? Tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce que j'ai plus le souvenir, ça fait un petit moment que je me suis pas replongée dans le livre, mais est-ce qu'ils les prennent vraiment, les vêtements, du coup, qu'elle laisse un petit peu traîner? Parce que je me rappelle que c'est Dobby qui va en parler à Hermione, que les autres elfes, ils veulent pas, que voilà. Mais du coup, est-ce qu'ils les prennent vraiment, les vêtements? Parce qu'ils les prennent pas, en fait, ça se libère pas, donc... Non, je crois qu'ils les prennent pas, parce que justement, plus personne veut nettoyer la salle commune de Gryffondor, et c'est Dobby qui est obligé de s'y coller à chaque fois. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que... Comment ils savent que c'est dans l'intention de les libérer? Je sais pas. Oui, c'est... Ouais, je pense que c'est surtout pour le gag, en vrai. Surtout, une hypothèse qu'on avait déjà évoquée ici, c'est que je me demande si vraiment les elfes qui travaillent à Poudlard ont vraiment un maître duquel ils peuvent être libérés. Parce que on voit Dobby et Winky, ils ont été recueillis à Poudlard, dans les cuisines de Poudlard, pour s'occuper de Poudlard. Et ils ont été recueillis parce qu'ils ont été chacun libérés ou rejetés par leur maître. Et on avait évoqué cette hypothèse que est-ce que c'est pas le cas de tous les elfes de maison à Poudlard, que Poudlard serait une espèce de recueil, de refuge pour elfes abandonnés ou renvoyés de leur maison. Et du coup, si c'est le cas, en fait, ils ont peur parce que c'est dans leur ADN d'avoir peur d'être libérés, mais ils n'ont pas vraiment de maître. Je veux dire, Dumbledore, c'est pas leur maître en soi. C'est le directeur de Poudlard qui les a recueillis, sans doute. Mais je pense pas que Dumbledore se considère comme le maître des elfes de maison. Donc, même s'ils prennent un vêtement, même si on leur offre un vêtement, bah, ils n'ont pas vraiment à être libérés parce qu'ils n'ont pas de maître. Mais est-ce que ce lien, c'est pas du conditionnement et que c'est pas purement psychologique et pas magique? Est-ce qu'il existe vraiment ce lien? Alors, il y a un lien magique, ça c'est sûr. On le voit notamment sur Créature. Parce que Créature, même s'il voudrait ne pas obéir à Harry, il n'a pas le choix d'obéir à Harry parce que contractuellement, il est... mais c'est psychologique. Bah non. Ou est-ce que c'est physique? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a de la magie quand même parce que Créature, il n'est pas censé savoir que Harry est son nouveau maître. Et pourtant, il n'a pas le choix que de lui obéir.
En fait, il y a quand même une emprise. Bah si, il le sait parce magique. que Sirius est mort et que du coup, il y a juste Harry en fait. Moi, je le comprends un peu comme une contrainte qui le dépasse quand même. Il y a un truc magique qui s'opère quand même. Les elfes sont assujettis par la magie. En fait, c'est mon hypothèse, c'est que dans le cas des elfes à Poudlard, ça se trouve, ce n'est que psychologique. Parce qu'ils sont pas assujettis par un quelconque contrat magique, parce que sans doute ils ont plus de maître, mais néanmoins ils sont quand même traumatisés par le fait d'être libérés par un vêtement. C'est pour ça que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui leur laisse des vêtements exprès, bah, ils voient ça un peu comme des grenades sur lesquelles il faut pas marcher, quoi. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas. Non, mais c'est une question un peu dure quand même, mine de rien, parce que c'est des éléments qu'on n'a pas, c'est plein de petites données que on ne peut que spéculer en fait, puisque on ne saura jamais vraiment comment ça marche, le lien elfe-maître. Donc, ouais, ça mériterait un article qui détaille. Mais alors, je me demande si ça n'existe pas d'ailleurs, parce que je me demande si on n'a pas un peu plus d'infos sur l'historique, comment les sorciers ont assujetti les elfes en esclaves par la magie, des petites infos comme ça. Je me souviens plus. Non, je résumerai comme ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment un contrat magique. En gros, les elfes sont vraiment esclaves. C'est-à-dire que même si t'es un Dobby, même si tu veux te libérer des Malfoy, il peut pas le faire parce qu'il est sous contrat magique avec les Malfoy. Et que du coup, le vêtement, c'est un prétexte. Enfin, c'est un prétexte, mais dès qu'il reçoit un vêtement, il peut se libérer. Et je pense qu'il y a un côté psychologique, mais il y a aussi un côté magique. Par contre, dans le cas de Poudlard, on peut se poser la question, parce que j'aime bien l'idée que les elfes ont pas de maître, et que Dumbledore est pas le maître des elfes de maison, que c'est plus un refuge, etc. Mais néanmoins, ils ont quand même, les elfes veulent pas ramasser un vêtement d'Hermione parce que ça fait partie de leur ADN quelque part de pas accepter de vêtements. Il y a une espèce de traumatisme comme ça, générationnel, ça fait partie d'eux en fait. C'est ma théorie, mais encore une fois, on n'a pas tous les éléments, chacun fera. Je crois qu'il n'y a pas d'écrit de Potter. Bah non, je me demande, est-ce que je prends... Parce que toutes les sources que je vois dans le wiki, ça vient du livre. Ouais, donc on n'a pas. Ça mériterait, hein. Ça mériterait. Oh ben, comme beaucoup d'autres sujets. À quel moment les elfes de maison ont été rendus esclaves? Est-ce qu'ils ont réellement une contrainte magique? Moi, je pense que oui. Je pense que créature en est une preuve. Néanmoins, on n'a pas, c'est pas écrit noir sur blanc dans le texte. Bon, Julie, on espère que on aura plus ou moins répondu. On a plus donné notre opinion que donné une vraie réponse, mais c'est aussi ça la volière, évidemment. Nous passons à un nouvel hibou sonore qui est signé Cédric. Bonjour la fréquence. Moi, je vous ai découvert en cherchant des livres audio sur Harry Potter sur Spotify. J'adore ce que vous faites. Ça permet de revisiter les livres. Et je me posais la question, est-ce que vous adorez d'autres sagas fantastiques comme La Quête des Willan ou Codex Alera, par exemple Voilà. Merci. À bientôt. Merci Cédric pour ton hibou sonore. Alors, est-ce qu'on aime d'autres sagas fantastiques en littérature? Oui. Attends, tu vas citer À la croisée des mondes de Pullman en premier. Ouais. Ok. Oui. T'en as d'autres? Ouais, j'en ai quelques-unes. Attends. La Voix du couteau. Ouais, la trilogie. La Voix du couteau, c'est le premier. Ça va être un peu les amours, tu vois. C'est le premier tome, et je conseille beaucoup la trilogie du Chaos en marche de Patrick Ness. La Voix du couteau étant le tome 1. Lisez ça, c'est formidable. Le Seigneur des Anneaux, bien entendu. Oui, le Seigneur des Anneaux de Tolkien, évidemment. T'en as combien? Je sais pas, j'en ai encore 2 autres. Attends, La Voix du couteau, le Seigneur des Anneaux. Il y en a d'autres. Je les ai lus, les 2 autres? Il y en a une que t'as et que d'ailleurs que je suis en train de découvrir. Ah bah Hunger Games. Hunger Games, ouais. Hunger Games. Ouais, vous le classez en fantasy. Ok. Bah, je le classe. Ouais. C'est fantastique. Fantastique et fantasy, c'est pareil ou pas? Bah, c'est même pas fantastique, Non. Hunger Games, en vrai. Non, c'est dystopique, moi j'aurais dit. Ouais. Mais je le classe quand même parce que je le mettrais dans la littérature jeunesse, tout simplement, quoi. Je trouve que. Enfin, en fait, je suis plus attaché au format littérature jeunesse que vraiment. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de la fantasy? Est-ce que c'est du dystopique? Je trouve que le domaine de la littérature jeunesse est plus fort et peut englober plusieurs genres, en fait. Effectivement, Hunger Games, ils ont pas des super pouvoirs, ils ont pas des. On parle pas d'univers fantastique ou ou fantasy. Non, ça se passe dans le monde entre guillemets réel.
Même si on pourrait se poser la question, en vrai, pour Hunger Games, hein, est-ce que c'est pas de la fantasy? Parce que est-ce que ça se passe dans le monde réel? Je sais pas. Hein. Oui, pour moi, alors, après, moi, je suis en train de le découvrir là, en livre, parce que j'avais déjà vu les films, mais je suis en train de le découvrir en livre grâce au club de lecture du Discord. Mais pour moi, après, je suis que moitié du tome 1, mais pour moi, c'est dans le monde réel, mais genre dans des centaines d'années. Ah, ok. Bah, je sais pas si l'autrice Suzanne Collins le précise ou si c'est précisé dans le texte et que je m'en souviens plus. Parce que, en fait, je sais plus. Ça fait longtemps. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un Capitole avec des districts, qu'il y a eu une guerre, et c'est bien que maintenant le Capitole a le pouvoir sur les différents districts. Il y a ces fameux Hunger Games chaque année, etc. Pour rappeler la guerre et surtout rappeler aux districts de plus jamais faire la guerre au Capitole, en gros. Donc, on est un peu dans un microcosme spatial, en fait. C'est-à-dire qu'on a ce Capitole, on a ces districts. Je sais pas si c'est à l'échelle d'un pays, si c'est à l'échelle d'un continent. Ça a l'air quand même d'être assez grand. Pour moi, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique du... Ok, non, mais peut-être, hein. Nord. Peut-être que c'est le futur des États-Unis, je sais pas. Quand on voit le Met Gala, on se dit que finalement... Ah ouais. Voir les célébrités défiler, ça fait un peu penser au Capitole. Ah ouais, c'est vrai. Mais la présentation des tribus. Ouais, c'est ça. Et du coup, il te restait une saga que j'ai pas trouvé. Là, pour le coup, qui est fantasy c'est quoi française. Mais tu l'as, je sais pas si tu l'as lu, toi. C'est quoi? La passe miroir. Ah bah je la citais pour moi, mais je pensais pas que t'allais la citer. Bah oui. Si, j'ai plutôt bien aimé. C'est assez classique, je trouve. Et puis c'est français, donc c'est bien aussi. C'est un monde hyper complexe aussi. Ouais, pour le coup, la fantasy 100%. Elle peut développer 10 000 histoires à partir de ce monde-là. Ouais. Après, si je devais en conseiller qu'une, je choisirais Pullman quand même. Bah moi, ça serait la passe miroir plutôt. Ah ouais? Ok. Bah je suis pas très fantastique fantasy. Mais pour le coup, la passe miroir, j'ai beaucoup accroché. Bah, tellement que j'ai l'édition collector avec toutes les illustrations et tout. Oui, c'est vrai. Je la connais pas, cette édition. Moi, j'ai la classique. Elle est magnifique. Et toi, Eden, est-ce que tu as d'autres sagas fantastiques que tu aimes bien? Alors moi, j'ai jamais trop lu de fantasy fantastique. Là, je suis en train de m'y mettre un petit peu avec le Discord, puisque dans le club de lecture, on vient de finir le tome 1 de la passe miroir, justement. Là, si tu considères que c'est de la fantasy aussi, Hunger Games. Je sais pas, je veux pas me mettre les fans d'Hunger Games. Je sais pas. Non. C'est sûr que c'est pas du fantastique, ça c'est certain, mais ouais. Après, voilà, j'ai pas lu les classiques non plus, j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas lu La Croisée des Mondes. Par contre, ce que j'avais lu quand j'étais pré-ado, que j'avais beaucoup aimé, c'est Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Je connais pas. Ouais, je connais que de nom. Bon, après, maintenant, elle a tellement développé cet univers que t'as 40 livres, mais que j'avais adoré, je les avais dévorés quand j'étais plus jeune. Après, non, c'était un peu ce que j'avais en tête, Chevalier d'Émeraude, La passe miroir, et je crois que j'en avais un autre, mais je l'ai plus en tête. Journal d'un vampire aussi, que j'ai lu le premier tome, ça avait été notre premier livre du club de lecture. Écrit par qui? C'est l'adaptation, c'est Vampire Diaries. Ok. Et en fait, du coup, c'est venu de là, j'ai commencé à regarder Vampire Diaries, et du coup, on s'est tapé un délire, il faut qu'on lise le livre pour voir comment les différences entre les personnages, etc. Et du coup, le club de lecture est né de ça. Ok. Moi, je suis en train de lire de Anne Rice, la saga des sorcières. J'aime beaucoup. Après, des fois, ça me trigger un peu parce que le livre date de 91. Donc, parfois, la manière de parler, la manière d'écrire, c'est pas... Avec du recul, c'est pas ouf. mais j'aime bien parce qu'on se laisse porter par l'histoire et tout. Puis on aime bien un peu l'univers sorcier. C'est univers sorcier, Nouvelle-Orléans, donc c'est très sympa. Et sinon, Cédric citait quelques exemples. J'ai pas le deuxième, mais le premier, c'était La Quête des Willan. Oui, mais voilà, c'était ça. Je crois que j'avais lu quand j'étais petite aussi. Ouais, j'ai lu jeune, peut-être les 2 premiers, mais je m'étais arrêté. Faudrait que je reprenne. D'ailleurs, c'est français aussi, parce que on citait Christelle Dabos pour La passe miroir, et Willan, c'est Bottero, qui n'est plus actif, qui nous a quittés, malheureusement, mais qui a écrit tout un tas de livres fantastiques pour adolescents. Faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Je connais pas du tout. Tu connais pas du tout? T'as jamais vu les...
Ça s'appelle comment? Les livres en là, par exemple, c'est la saga de la quête des Willan. Et Willan, E-W-I-L-A-N. Oui, parce qu'il y a plusieurs... dans ce monde-là, il a fait plusieurs trilogies. T'as les mondes des Willan, t'as la quête des Willan, t'en as deux autres aussi dont j'ai plus le... Ça ne dit rien du tout. Oh, non. Ouais, c'est tout un univers, des univers qui s'entrecroisent. C'est jeunesse, pour moi, ouais, c'est jeunesse. Pour moi, c'est jeunesse aussi, ouais. Ok. Ouais, auteur assez prolifique. Pierre Bottero, ouais, tout à fait. Ok, bon, non, je connais pas du tout. Et toi, t'as lu Eden? C'est ce que je disais, je les ai lus quand j'étais, pareil, pré-ado. Parce que quand j'étais primaire et début collège, j'étais une bibliothèque ambulante. Donc, je pense que j'ai dû en lire, mais dont j'ai plus du tout le souvenir. Les âmes croisées, Chant du troll, il a fait un roman graphique aussi. Ça me dit rien du tout. Ouais, c'est un auteur intéressant et que je connais peu, donc c'est dans ma pile à lire qui est assez conséquente, comme on l'a déjà évoqué plus tôt. Mais n'hésitez pas néanmoins à nous faire de vos recommandations s'il y a une saga fantastique ou des livres young adultes. C'est vrai que Hunger Games, c'est plus young adulte qu'autre chose, mais si vous avez d'autres références à nous faire, n'hésitez pas. On est toujours preneurs, évidemment. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui de Caroline. Hello la fréquence! Alors moi, un truc qui m'a toujours rendue folle et énervée à la place de Harry dans mes lectures et même relectures aujourd'hui et réécoute parce que j'écoute sans cesse l'audio que vous n'aimez pas trop, et ben moi je l'écoute du 1 au 7 et je reprends le 1 en travaillant tout le temps. Donc je les connais quasi par cœur et je deviens folle, donc merci à vous de me faire écouter autre chose. Bref, ce qui m'énervait beaucoup, c'est que Hermione, elle est toujours là avant Harry chez les Weasley, alors qu'elle, ça se passe très bien avec sa famille, donc pourquoi elle est toujours là avant? Sauf dans le 5, bien sûr, où on a un peu l'explication, mais le reste, sinon, moi, ça m'énervait qu'elle soit là avant Harry, et aussi que les autres enfants, du coup, eux, ils invitent aucun de leurs amis, par exemple Lee Jordan, et Ron, lui, il invite 2 potes. Je trouve ça un peu injuste. Donc voilà, je me demandais si vous trouviez pas que c'était un peu injuste comme moi, ou si c'était juste moi qui m'offusquais pour rien du tout. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Du coup, je vous écoute en travaillant, et ça, c'est plutôt génial. Merci beaucoup. Merci Caroline pour ton hibou. Bon travail. Ouais, j'avais jamais réfléchi à ça. Après, il est possible que les frères et sœurs de Ron invitent des copains à la maison, mais en fait pas en même temps, parce que sinon ça serait trop le bazar en fait si tout le monde invitait leurs potes en même temps. Après, Harry et Hermione, ils ont l'air de rester quand même une bonne partie de l'été, voire tout l'été. Ouais. Ça dépend, ouais. Mais après, je sais pas, Harry et Ron et Hermione, ils ont l'air d'avoir une amitié quand même assez spéciale. Je sais pas. Et puis Hermione, c'est peut-être une présence féminine pour Ginny aussi. Je sais pas pourquoi elle est là avant Harry. Je sais pas si c'est vrai qu'Hermione, elle est amie avec Ginny aussi. Bah oui. Et quand Hermione elle est au terrier, ça fait une amie de Ginny à la maison aussi. Et en même temps pour Ron. Après, Hermione, dans le 2, elle est pas là avant Harry. Je crois qu'elle vient même pas au terrier. Il la voit que sur le chemin de traverse. Ouais. Sur le 3, j'ai pas le souvenir qu'elle y soit également. Ici, il la croise sur le chemin de traverse aussi. Elle reste avec les Weasley à l'auberge. Je me méfie des différences films et livres. Parce que... Alors, dans le 2, c'est sûr que non. Dans le 3, j'ai un petit doute. Dans le 3, pour moi, elle les rejoint à l'auberge quand les Weasley ils viennent chercher Harry. Oui, c'est peut-être pareil que dans le film. Ouais. Après, je peux me tromper. Hein. Après, dans le 4, forcément, c'est la Coupe du Monde. Après, dans le 5 et le 6, oui, là, elle est là avant. Après, moi, je dirais qu'aussi, elle n'a pas de contraintes, Hermione, contrairement à Harry, qui doit rester un peu chez les Dursley. Et d'ailleurs, dans l'Ordre du Phénix, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Harry, il rejoint après tout le monde parce que, aussi, il doit être chez les Dursley tant que c'est possible parce qu'il doit considérer la maison des Dursley comme son foyer et c'est là où il est le plus en sécurité. Et finalement, elle n'est pas beaucoup avec ses parents, Hermione, quand même. Mais c'est vrai qu'Hermione, on peut se poser la question par rapport à ses parents. Souvent, l'hiver, elle reste à Poudlard pendant les vacances de Noël, alors que
Je pense que ses parents, ils aimeraient bien la voir aussi. En plus, elle est clinique. L'été, des fois, elle est au terrier. Après, c'est une ado. Hein. Oui, non, mais oui. Quand on est ado, on veut être partout, sauf être chez soi, en fait. Et les parents être enfermé dans sa chambre et pas voir ses parents. Les parents de Hermione l'ont pas beaucoup vu pendant toute sa scolarité à Poudlard. Hein. Sans compter la dernière année, où elle s'est carrément fait oublier de la mémoire de ses parents. Donc, je pense qu'ils ont peut-être du temps à rattraper après la guerre, Hermione et ses parents. Après, moi, perso, quand j'étais ado, je sortais pas trop de ma chambre et mes parents ne me voyaient pas beaucoup. J'étais à la maison, mais j'étais dans mon terrier, quoi. Et pour les frères et sœurs, quand je pense à Fred et George, alors oui, ils ont Lee Jordan qui ont l'air d'être leurs meilleurs amis, puis ils doivent avoir d'autres amis et tout. Mais Fred et George, j'ai l'impression qu'ils se suffisent à eux-mêmes un peu. Ils sont jumeaux, mais ils sont aussi meilleurs amis, en fait. Et Percy, il est asocial. Et Bill et Charlie, sont plus là. Ils sont plus là, donc ça remonte un peu, quoi. Ouais. Donc moi, ça me choque pas, mais en tout cas, c'était drôle d'entendre ta frustration, Caroline. Une fois, c'est pas moi qui suis frustrée. J'aime bien parce qu'on a tous les petits détails sur lesquels on s'arrête. Et selon les sensibilités, ça va pas être la même chose. Et c'est pour ça, continuez à nous envoyer des messages parce que des fois, vous nous posez des questions auxquelles on n'a jamais... Enfin, ça nous traverse jamais l'esprit, en fait. Et c'est ça qui est trop cool. Cette volière est maintenant terminée. Comme d'habitude, comme je viens de le dire, on vous invite à réagir et à candidater en nous envoyant vos tribus sonores par message sur nos réseaux ou bien par mail à l'adresse en description. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires par écrit, bien sûr. On tente de répondre à tout. On vous lit aussi sur les retours Spotify. Merci à tous. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire et plein d'étoiles en fonction de votre appli d'écoute. Merci au passage à Fedalino et Noah Granger qui l'ont fait récemment sur Apple Podcast. Si vous souhaitez nous envoyer un courrier par la poste Moldu, c'est possible aussi. L'adresse est en description. Si comme Eden, vous souhaitez participer un jour à un futur épisode de La Fréquence en tant qu'invité, venez candidater sur notre serveur Discord. C'est depuis là-bas qu'on fait les sélections et qu'on organise les enregistrements. Et plus largement, c'est l'endroit idéal pour papoter d'Harry Potter et autres avec les auditeurs et auditrices du podcast. Donc venez nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Si vous aimez notre projet, sachez que vous pouvez le soutenir de plusieurs façons. Il y a les subs Twitch, je live de temps en temps si ça vous dit. Les replays sont à retrouver sur la chaîne YouTube. Autrement, on vous recommande bien sûr de rejoindre notre page Patreon où vous débloquerez l'accès aux aftershows qu'on enregistre à chaque fin de chapitre. Et on y met parfois d'autres contenus exclusifs comme l'enregistrement vidéo pour le dernier épisode qu'on a enregistré avec Marianne, par exemple. Si vous êtes abonné à Patreon, vous pouvez avoir accès à la vidéo. Et là, on s'apprête à enregistrer un autre petit aftershow avec Eden, durant lequel elle va nous parler un peu de ses rencontres avec les acteurs des films. Tout va bien de ton côté, Eden ? T'as passé un bon moment ? C'était très chouette de partager ce moment avec vous. Oui, j'encourage tous les auditeurs qui le souhaitent à candidater parce qu'on passe vraiment un bon moment. Donc, merci à vous. Et encore une fois, si ça fait longtemps que vous avez candidaté, n'hésitez pas à nous relancer pour faire remonter votre message. On a quelques petits soucis, comme il y a des candidatures qui datent vraiment. On a souvent des petits soucis quand on vous contacte 2-3 ans après pour vous parce que oui, ça arrive. Rentrer en contact avec vous. Oui, ça arrive. Voilà. Donc, n'hésitez pas. J'ai candidaté en 2022. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire « Je suis intéressé toujours. Coucou, je suis là. Je suis dispo sur Discord et tout. » N'hésitez pas à le faire vraiment. Vous allez augmenter votre chance d'être sélectionné. On finit cet épisode en remerciant les tipeurs et tipeuses du moment comme à chaque fois. Merci à Corsetilou, Lucie, V-Spirit, V-Spike, Pookie Pims. J'ai dit Pookie, mais c'est Pookie Pims. Erol, Sophie. Mugiwara, Kimi, Doc, Aurélien, James, Pamela et Chloé. Le prochain chapitre du tome 4 qui nous attend sera le numéro 30 et il s'intitulera La Pancine. À bientôt tout le monde. Salut.